revient le privilège de présenter la conférencière. Alors, beaucoup d'entre vous la connaissent, Nadine Picodou. Je vais lire parce que tu as tellement de titres que je ne peux pas m'en souvenir. Donc, normalienne, agrégée d'histoire, licenciée d'arabe. Nadine Picodou est professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après avoir été chercheur au CERMOC, c'est-à-dire l'actuel Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, au Liban, c'est dire si elle connaît le sujet. Elle a enseigné à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, l'INALCO, et puis en tant que professeur d'histoire contemporaine des langues des sociétés arabes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, outre de nombreux ouvrages collectifs auxquels elle a participé et de nombreux articles dans des revues spécialisées, elle a publié en tant qu'historienne, dans son identité d'historienne, de nombreux ouvrages consacrés au Moyen-Orient. Il y en a quelques-uns que vous pouvez trouver sur la table de presse en sortant, d'autres que vous pouvez trouver en librairie, notamment auprès de notre partenaire Ombre Blanche, et d'autres encore qui sont épuisés et qu'on ne peut plus retrouver. Donc, je vais en signaler certains. L'islam entre religion et idéologie, c'était en 2010. En 2017, la décennie qui ébranla le Moyen-Orient, 1914-1923. En 2018, les visages politiques au Proche-Orient. En 1989, une édition augmentée en 1992, la déchirure libanaise. En 1997, augmentée en 2003, les Palestiniens, un siècle d'histoire. Dans les nouvelles questions d'Orient publiées chez Hachette, il y a la question libanaise et, pardonnez l'accent, From Coexistence to Democracy, je vais le dire en français, là, la transition du Liban, l'impossible transition du Liban. Territoire palestinien de mémoire, aux éditions Cartala, Paris-Beyrouth en 2006. Autour des morts de guerre, Maghreb, Moyen-Orient, un livre publié avec Raphaël Branche et Pierre Vermeyren, aux publications de la Sorbonne en 2013. Et, sous le nom de Laure Catus, elle a publié également deux ouvrages plus personnels et plus littéraires qui sont sur la table de presse, La couleur du temps et La maison de la fontaine, deux ouvrages qui ont été publiés en 2022. Donc, Nadine, à toi. Merci beaucoup, merci au greffe de cette invitation. Bonsoir tout le monde, merci Annick pour cette présentation trop élogieuse. Alors, je vais en effet vous parler du Liban et j'ai choisi un biais qui est sortir de la guerre civile. Je dis bien sortir, c'est-à-dire je ne vais pas vous infliger du tout le récit de la guerre civile. Vous savez peut-être que le Liban a vécu une quinzaine d'années de guerre civile entre 1975 et 1989. Une guerre qui d'ailleurs a eu une caractéristique particulière, c'est d'être une guerre urbaine, et notamment une guerre à Beyrouth, dans Beyrouth, et qui a donc provoqué des destructions considérables, et notamment l'éradication quasi totale du centre-ville, depuis lors reconstruit. Alors, je vais vous parler de sa sortie de la guerre civile. Cette sortie de la guerre civile, elle s'effectue donc au début des années 90, donc vous pouvez considérer qu'au vu de l'actualité, c'est très loin. Mais rassurez-vous, ce sera un prétexte, une occasion plutôt, ce titre et ce thème transversal, de parler aussi du système politique libanais, sans lequel on ne comprend rien ni à la guerre civile ni aux problèmes d'aujourd'hui, et de parler également de l'actualité plus immédiate, y compris depuis l'invasion israélienne de septembre dernier. Alors pour cette dernière partie, si le temps me manque, ce qui m'arrive souvent, on peut toujours la reverser dans le débat. Voilà. Alors, je vais commencer donc par, sans préambule, par simplement vous rappeler qu'une guerre civile est un type de guerre extrêmement particulier. Vous le savez bien entendu, mais c'est une guerre qui est un peu l'antithèse de la guerre glorieuse qui célèbre ses héros, ou qui pleure ses morts évidemment, que dans la Grèce ancienne, elle est systématiquement opposée à cette guerre glorieuse qui débouche sur un culte héroïque, que dans la tradition par exemple des théologiens chrétiens du Moyen-Âge, elle n'est pas rangée dans la guerre juste. Et autrement dit, il n'est pas de guerre civile juste. La guerre civile, c'est vraiment un type de guerre très particulier et un type de guerre qui résiste très souvent à l'analyse. D'ailleurs, il est frappant de constater pour la guerre du Liban que ce sont les anthropologues et les psychanalystes qui ont le mieux parlé, pas tellement de la guerre en définitive, mais de la violence de guerre.
et que les historiens et les politologues, eux, ont beaucoup de mal à analyser clairement un conflit qui a superposé des niveaux de développement extrêmement différents. Et que souvent on traite la guerre civile soit comme une calamité naturelle, quelque chose qui tombe sur les sociétés et qui renvoie les hommes à leur impuissance, soit comme une parenthèse de folie, comme une pathologie. D'où l'intérêt pour les psychanalystes de se pencher sur la violence de guerre civile, qui est une violence de l'entre-soi, dans laquelle on tue son voisin, son père, son cousin, son frère, éventuellement, hein. Voilà. Donc une guerre civile, c'est une guerre donc au total particulièrement traumatisante. Alors encore une fois, mon propos n'est pas de m'arrêter là, mais je tenais à le dire en introduction. Alors je vais tout de suite commencer. Je vais vous proposer 3 points. Un point sur immédiatement les spécificités du système politique libanais, parce que sans ça, on ne comprend rien à rien. Un deuxième point qui portera sur le sujet propre qui est comment sortir d'une guerre civile, la question de l'amnistie. Cette amnistie, on le verra, qui a été déclarée en 1991. Et le troisième point nous amènera dans le Liban contemporain à la fin. Alors, premier point, donc, les spécificités du système politique libanais. Alors, il faut se rappeler que le Liban est un pays jeune, comme beaucoup de pays de la région, dans les frontières que nous lui connaissons. Il est né très exactement le 1er septembre 1920. Et d'ailleurs, les observateurs ont souvent observé qu'à quelques semaines près, la terrible explosion du port, qui a endommagé une partie du port le 4 août 2020, coïncidait avec le premier centenaire de l'histoire du Liban, ce qui est un triste centenaire. C'est une remarque en passant. Alors, le Liban, comme l'ensemble des pays de la région, est sorti de l'Empire ottoman au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, et a subi le sort de toutes ces anciennes provinces ottomanes qui ont été partagées par les Français et les Britanniques. Je n'y reviens pas, sauf pour rappeler que, en 1920, la France obtient de la Société des Nations un mandat sur la Syrie, sans précision de frontières. Un mandat sur la Syrie. Un mandat, vous savez, c'est une tutelle internationale déléguée à une puissance pour conduire le pays concerné à l'indépendance en le dotant d'institutions publiques et notamment une constitution. Donc c'était le cas pour, non pas le Liban, qui n'existe pas à cette date-là, mais la Syrie. Donc ces accords, lorsque la France obtient la Syrie, ça se passe en avril 1920 à San Remo, dans le cadre de la conférence de la paix qui met fin à la Première Guerre mondiale. Or, immédiatement après avoir reçu le mandat sur la Syrie, sans définition de frontières, la France fait exploser la dite Syrie en 6 entités différentes. Je vous passe les autres qui ne m'intéressent pas. Parmi les 6, il y a une entité qui prend alors le nom de Grand Liban. Mais c'est bel et bien le Liban dans les frontières que vous lui connaissez aujourd'hui, l'État du Grand Liban. Alors, les autorités françaises expliquent cette manière de faire éclater la région en 6 entités par le fait qu'il n'y a pas, je cite Robert Dequet, qui est un de ceux qui a été l'animateur de cette politique au Quai d'Orsay et ensuite à Beyrouth auprès du haut-commissaire, il dit il n'y a pas de peuple syrien. Ce sont des choses qui sont encore très importantes à comprendre pour aujourd'hui, hein. Ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est lui. Il n'y a pas de peuple syrien, il n'y a qu'une mosaïque de groupes. L'image de la mosaïque est une image perpétuellement qui colle à la peau de cette région du monde, et au Liban en particulier, que je récuse pour de multiples raisons dans lesquelles on pourra peut-être revenir dans le débat. Une mosaïque, dit-il, de peuple, pas de peuple, pardon, de groupe, et il a cette image, un vitrail dont le plomb doit être français. Sinon, ça ne tiendra pas, en somme. Et il ajoute qu'au Maghreb, la France a la chance de pouvoir s'appuyer sur des colons. Comme en Orient, il n'y a pas de colons français, ou si peu, à ce moment-là, il va falloir jouer, dit-il, sur les minorités locales. Minorités chrétiennes, mais aussi minorités musulmanes. Les alaouites, les druzes. Et donc cet éclatement, il va se faire selon des lignes à la fois géographiques et communautaires, sous prétexte qu'il n'y a pas de peuple syrien, mais des groupes sur lesquels la France va pouvoir s'appuyer. Alors s'appuyer pourquoi sur ces minorités? Pour contrer la majorité. Hein, c'est QFD. La majorité qui est une majorité musulmane sunnite au Liban comme dans l'ensemble de la région, et qui est alors, en 1920 et dans les années qui suivent, assimilée par les Français au nationalisme arabe, un nationalisme unitaire qui se bat contre les mandats et qui se bat aussi contre l'éclatement de la région au nom de l'unité arabe, déjà, hein, dans les années d'entre-deux-guerres. Donc, il y a là un premier problème important à comprendre, c'est les conditions de naissance du pays. Alors, cette position de naissance du Grand Liban, elle intervient à la croisée
des ambitions politiques françaises, elle est menée par la France, mais il ne faudrait pas l'attribuer aux seuls Français. Les Français, quand ils décident de créer l'État du Grand Liban, s'appuient sur un groupe surtout, pour simplifier, un groupe local qui est mené par le patriarche des Maronites, la principale communauté chrétienne du Liban, pas la seule, le patriarche des Maronites qui, en 1919, à la conférence de la paix à Paris, vient réclamer des autorités françaises la création d'un État du Grand Liban dans ses frontières, je cite, naturelles et historiques. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur les frontières historiques. Et peut-être que ce serait bien qu'on ait la première. Non, mais là, j'en ai pas besoin. Le premier schéma, si vous voulez bien. Voilà. Ça n'est pas une carte, c'est bien un schéma qui est tout à fait important. Alors, le patriarche, donc, explique qu'il s'agit de restaurer les frontières historiques du Liban. Alors, en réalité, à l'époque où nous nous plaçons, il y a la partie centrale, la partie pointillée, là, grisée, qui existe bel et bien, qui s'appelle, enfin, qu'on appelle couramment, c'est pas son nom, le Petit Liban, et qui, vous le voyez, est cantonné à la partie centrale, montagneuse du pays, sans déboucher sur la mer et sans la ville de Beyrouth. La capitale de ce petit canton autonome, on va dire, on va entrer dans le détail, c'est Baabda. Vous le voyez marqué sur la carte. Baabda, aujourd'hui, la ville de Beyrouth a tellement grossi que c'est devenu un quartier de Beyrouth, mais en tout cas, Beyrouth, le centre de Beyrouth, n'est pas au Liban, hein, dans ces années-là. Alors, ces années-là, ah, il a redisparu, voilà, il va revenir. Ces années-là, donc, c'est les années de fin de l'Empire ottoman, deuxième moitié du 19e siècle. Pourquoi est-ce que les Ottomans ont créé un petit Liban de la montagne auquel ils ont reconnu une certaine autonomie, notamment avec un gouverneur chrétien, mais pas chrétien libanais, chrétien d'ailleurs, hein, des avantages fiscaux, des avantages militaires, les Libanais de ce canton étaient dispensés de services militaires, etc. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu dans cette région, au milieu du 19e siècle, dans les années 1840 à 1860, en plusieurs moments, des émeutes confessionnelles opposant non pas les chrétiens aux musulmans, c'est trop, on ne peut pas parler comme ça au Liban, c'est beaucoup plus cloisonné, il y a des chrétiens différents et il y a des musulmans différents. Donc les affrontements du 19e siècle portaient, voyaient s'affronter les maronites côté chrétien aux druzes côté libanais, côté musulman, pardon, dans la partie sud de ce canton central que vous voyez grisé ici sur le schéma. Bon, donc à la suite de ces émeutes, pour stabiliser la région et sous la pression de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie, autrement dit des trois puissances qui comptent dans la région, l'Empire ottoman se voit obligé de reconnaître une certaine autonomie, je ne vais pas plus loin, à ce petit Liban de la montagne, comme on l'a appelé après, qui a son propre exécutif local, etc. Ce que vient de dire le patriarche maronite en 1919 à la conférence de la paix, c'est retrouvons les frontières historiques du Liban. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Liban avec des frontières historiques? En disant ça, il établit une continuité qui est tout à fait discutable entre ce petit Liban purement montagnard et le grand Liban qui va naître en 1920, hein, par rattachement, vous le voyez, de la province nord, le Akkar, de la plaine de la Bekaa avec la ville de Baalbek, ça nous familiarise déjà avec le pays, hein, et du sud Liban avec notamment la ville de Tyr portée ici, et de la côte avec la ville de Beyrouth. Donc Beyrouth devient libanaise en 1920. Pas avant. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, il établit une continuité historique entre ce petit Liban qui simplement retrouverait en 1920, grâce aux Français, ses frontières historiques. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il faudrait remonter plus en arrière. Je vous l'épargne. On y reviendra éventuellement ou pas dans le débat. Alors, ce qui est sûr, c'est que d'emblée, la création de ce grand Liban, par rattachement de parties excentrées, la côte, la plaine de la Bekaa, le sud, le nord, au noyau central, fait de ce pays une entité hétérogène, si vous voulez. Ça, c'est l'idée, c'est que le Liban naît comme une entité hétérogène, avec une ambivalence de fond structurelle d'emblée, qui est que, et le patriarche maronite, surtout le patriarche maronite, secondairement la France, considère le Liban, sans le dire comme ça, comme une manière de foyer chrétien dans le Proche-Orient à majorité musulmane. Simplement, alors que dans le petit Liban, il y avait 80% de chrétiens, pas tous maronites d'ailleurs, il y a d'autres chrétiens, dans le grand Liban de 1920, hein, il n'y a plus que 55% de chrétiens au moment de la création et 45% de musulmans au moment de la création de l'État. Le dernier recensement effectué au Liban date de 1932, sous le mandat français. Depuis, on n'a plus jamais fait de recensement.
C'est un des pays qui ne fait pas de recensement. Pourquoi? Pour ne pas reconnaître ce que tout le monde sait, c'est que depuis fort longtemps, les musulmans sont majoritaires au Liban et non plus les chrétiens. Bon. Donc ça, c'est dont on dit les estimations chiffrées que je vous donnerai à la fin sont des estimations et pas des résultats officiels de recensement. Ce nouveau Liban est d'emblée traversé par un clivage qui n'est pas que ou qui n'est pas d'abord un clivage simplement islamo-chrétien, qui est plutôt un clivage entre, j'ai envie de dire pour simplifier, la montagne et la mer. La montagne et la côte, en tout cas. La montagne est une zone extrêmement tribalisée, avec des clans familiaux très très forts, un peu repliés sur elle-même. C'est une montagne refuge des minorités historiquement. La côte est au contraire un monde ouvert, avec des villes portuaires qui, depuis au moins les Phéniciens, font du commerce méditerranéen. Donc il y a un contraste entre à la fois le type d'économie, le type de peuplement de la montagne et de la mer. Et ce clivage montagne-mer, ou plutôt montagne-côte, va traverser la culture politique libanaise jusqu'à ce jour, au moins autant, et il le recoupe en partie, que le clivage entre musulmans et chrétiens, au demeurant, je l'ai dit, plus compliqué que ça. Alors, plus compliqué que ça, je vous demande s'il vous plaît la deuxième carte, qui est une carte, elle, de justement de la répartition des communautés confessionnelles au Liban. Si, voilà. Donc, c'est une carte qui vous montre non pas le détail, parce que c'est beaucoup plus mêlé que ça, des différentes communautés, mais une idée des dominantes communautaires. Hein. Alors, voilà. Merci de l'avoir agrandi. Donc, vous avez tout ce qui est blanc. Je ne sais pas si vous voyez la légende, vous y arrivez. Tout ce qui est blanc, qui est essentiellement qui sont les maronites, auxquels s'ajoutent d'autres chrétiens avec des nuances de blanc, grec orthodoxe, grec catholique. Et tout ce qui est en couleur foncée, marron foncé, les sunnites, donc musulmans sunnites. Et ce qui est en jaune, les chiites et les druzes qu'on va laisser tomber pour l'instant. Donc, il y a, vous voyez, des dominantes, mais vous voyez aussi qu'il y a, malgré la simplification de la carte, des zones mélangées. Donc, la grande caractéristique, c'est qu'on ne peut pas établir un clivage simple entre chrétiens et musulmans, ne serait-ce qu'à cause du fait qu'ils sont tous mélangés sur le territoire, même si des régions sont à dominante de tel ou tel groupe communautaire. Donc ça va être important pour comprendre le système politique. Alors, précisément, nous allons nous arrêter un petit moment sur le système politique libanais qui est extrêmement particulier. Particulier pourquoi? Parce que ce n'est pas une démocratie comme nos démocraties, c'est-à-dire ça n'est pas une démocratie fondée sur le principe majoritaire. C'est même les antipodes d'une démocratie fondée sur le système majoritaire. C'est une démocratie qu'on appelle, c'est l'une des manières de la nommer, une démocratie de concordance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a constitutionnellement établi un partage du pouvoir, et notamment des plus hautes fonctions de l'État, entre les principales communautés confessionnelles. Ce partage, il a été imposé sous le mandat français dans la première constitution, celle de 1926. Et il a été repris, alors qu'il était soi-disant provisoire, mais c'est un provisoire qui dure jusqu'à ce jour. Il a donc été repris, ce partage, que je vais préciser, dans la constitution modifiée de 1943, date à laquelle le Liban sort du mandat français, accède à l'indépendance, mais conserve, à peu de choses près, les bases de la Constitution de 1926 et donc partage les fonctions entre des groupes communautaires. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas dans le système libanais de libre compétition des partis politiques entre eux. Il y a bien des partis politiques qui sont souvent des habillages de clans familiaux, mais c'est un autre problème. Mais ils entrent en compétition, mais en réalité, ils sont bridés dans une certaine mesure, limités dans leur concurrence par le fait que les plus hautes fonctions de l'État sont constitutionnellement partagées de la manière suivante. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Le président de la République, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, doit être un maronite. Le Premier ministre doit être un sunnite. Le président de la Chambre des députés doit être un chiite. Et le chef d'état-major de l'armée doit être un druze. Dit comme ça, on a l'impression que ces quatre communautés sont sur le même plan. C'est faux, parce que les maronites ont également, en plus de la présidence de la République, je parle de la Constitution de 26 et de 43, ils ont en plus le commandement en chef de l'armée, donc au-dessus du chef d'état-major druze. Ils ont la direction de la sûreté générale, c'est-à-dire la police, les renseignements, etc. Ils ont le gouvernorat de la Banque centrale et ils ont le rectorat de l'université libanaise. Autrement dit, il y a un pôle hégémonique maronite fort, mais pas exclusif, dans le fondement de ce système. Mais ce n'est pas simplement le partage des hautes fonctions au plus haut niveau, comme souvent on s'arrête là. Il faut savoir qu'il est prévu également que dans la Chambre des députés, qui élit le président de la République, il faut qu'il y ait, dans cette première version de la Constitution,
5 députés musulmans pour 6 députés chrétiens. Donc, maintenant, toujours une majorité aux chrétiens, 6 pour 5. Et il faut savoir aussi qu'à tous les niveaux, disons, de la haute fonction civile et militaire, donc dans l'armée, dans la police, dans la justice, dans l'administration, dans l'éducation nationale, pour les hautes fonctions, il y a des quotas confessionnels. Il faut tant de maronites, tant de druzes, qui souvent l'emportent sur la compétence des candidats au poste. Donc il y a, c'est comme un gâteau. C'est comme un gâteau, mais un gâteau, une tarte, si vous la partagez, si quelqu'un prend un morceau un peu plus grand, bah, la part du voisin sera forcément un peu plus petite. Les politologues appellent ça de manière plus élégante un jeu à somme nulle. Hein. Ça veut dire qu'il y a un stock fini de ressources politiques, pour le dire aussi à la manière des politologues, qu'il faut se partager. Ça veut dire aussi que la classe politique est en permanente recherche d'un consensus. Hein, donc consensus entre les élites pour maintenir l'équilibre du système. Mais la recherche du consensus est la plupart du temps au prix, c'est toute l'histoire libanaise le montre, au prix du fait d'occulter tout ce qui fâche en quelque sorte, occulter les conflits de fond. On ne peut pas les résoudre parce qu'il faut maintenir de toute façon cet équilibre et ce consensus entre les élites, faute de quoi le pays risque de basculer dans la guerre civile. On va y revenir. Bon. Donc, recherche du consensus, occultation des conflits, maintien à tout prix de l'équilibre du système. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que chaque communauté confessionnelle, pour s'assurer de sa force, vous avez compris au passage que les communautés confessionnelles, sous des étiquettes religieuses, sont des forces politiques. Elles ne sont pas forcément pour autant, c'est pas si simple, elles ne sont pas des forces politiques unifiées. Il y a des partis politiques maronites opposés entre eux. Hein. Il y a des tendances politiques sunnites opposées entre elles. Mais enfin, globalement, compte tenu du système, du partage des fonctions, il y a bien une entité politique qui s'appelle les sunnites, une entité politique qui s'appelle les maronites, etc. C'est une obligation au vu du système institutionnel, si vous voulez. C'est inévitable. Bon. Et donc, ce qui complique les choses, c'est que chacun de ces groupes politiques communautarisés, en quelque sorte, s'est doté d'un appui extérieur pour avoir plus de force à l'intérieur du système, d'un grand frère, d'un parrain extérieur. La France a historiquement joué ce rôle pour les maronites. Elle le joue beaucoup moins aujourd'hui. Les sunnites se sont successivement appuyés sur l'Égypte de Nasser, à la grande époque du nationalisme arabe des années 60, pour aujourd'hui être soutenus depuis déjà longtemps par l'Arabie saoudite. Les chiites, dont on va beaucoup reparler, eux sont parrainés par la Syrie et par l'Iran depuis la révolution islamique. On y reviendra, d'Iran, etc. Donc chaque force politique, plus ou moins assimilée à un contour communautaire, est parrainée, est appuyée par un grand frère extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire simplement sur les bases du système politique. Il faut bien comprendre ça pour comprendre la difficulté de sortir de la guerre, la difficulté de ne pas y retomber et la difficile stabilisation de ce pays jusqu'à aujourd'hui. J'en arrive donc déjà à mon deuxième point, qui est l'amnistie. La loi d'amnistie de 1991. Alors, avant de vous en parler, il faut que je vous dise qu'il y a eu, pour sortir de la guerre civile, 3 textes fondamentaux. Le premier texte était ce qu'on appelle, je vérifie que je ne me trompe pas de nom, le document d'entente nationale, voilà, qui a été adopté en 1989 par les derniers députés encore vivants de l'ancien Parlement d'avant la guerre, et qui, ce document d'entente nationale, prévoyait notamment, c'est fondamental, pour sortir de la guerre, le désarmement de toutes les milices qui avaient fleuri dans chaque groupe politique, politico-confessionnel, pendant la guerre civile. Toutes les milices, sauf une, à laquelle on ne demande pas de se désarmer, c'est la milice du Hezbollah. Il y a un consensus national à la sortie de la guerre civile, 89-90, pour ne pas désarmer le Hezbollah au nom de la poursuite du combat contre Israël. Et là, à ce stade-là, pas aujourd'hui, il y a consensus national, j'insiste sur ce point. Le deuxième document, c'est une nouvelle loi constitutionnelle, c'est-à-dire un amendement de la Constitution précédente, en 1990, dont je vais parler un tout petit peu dans un instant, de cette modification, qui va rééquilibrer au sortir de la guerre un peu autrement le poids respectif, le poids politique respectif des différents groupes. Et enfin, troisième document de sortie de guerre, cette loi d'amnistie de 1991 sur laquelle je vais m'attarder un peu plus dans cette deuxième partie.
Alors, cette loi donc porte l'amnistie, je cite, des crimes ordinaires commis avant le 28 mars 1991. Donc tout ce qui a été commis entre 1975 et le 28 mars 91 est amnistié automatiquement. Pourquoi crimes ordinaires? Parce qu'il est fait différence avec des crimes extraordinaires qui ont visé, il y en a eu beaucoup, des personnalités d'envergure nationale, qu'elles soient religieuses, politiques, diplomatiques, l'assassinat politique étant pendant la guerre civile un exercice extrêmement fréquent dans tous les camps, on va dire. Donc il ne s'agit que des crimes ordinaires. Donc ça voudrait dire que les crimes extraordinaires seront punis, ne seront pas sous le régime de l'amnistie. Résultat des courses, aucun des crimes extraordinaires n'a jamais été puni au Liban depuis la fin de la guerre. Mais restons-en à la loi et aux crimes ordinaires. S'y ajoutait, je cite, interdiction pour les familles des victimes d'intenter des procès ou de demander réparation. Donc, pas de procès, pas de réparation, on efface tout, on amnistie tout le monde. Présenter cette loi d'amnistie comme l'unique sortie possible de la guerre, comme l'unique clé de la réconciliation nationale, qui est évidemment un mot qui fait florès dans tous les discours. Alors, l'objectif de la loi était double. Et c'est là que je voudrais insister sur un point sur lequel on n'insiste pas toujours. Le premier point est évident. Quand on amnistie des crimes de guerre, il s'agit d'oublier la guerre, d'effacer la guerre, de conjurer le spectre de son retour en amnistiant tous les responsables de tous les bords, de toutes les violences. Simplement, l'amnistie, au Liban en tout cas, a eu des effets pervers immédiats, c'est-à-dire eh bien, elle a permis l'impunité absolue, évidemment, des anciens chefs de milice, des anciens cadres, de ce qu'on a appelé les seigneurs de la guerre, hein, qui ont très rapidement troqué le treillis contre un costume trois pièces et qui sont tous devenus ministres, députés, etc. Donc, qui se sont blanchis complètement et qui ont intégré les rangs de la classe politique. Ce qui veut dire que comment dire, l'accès au pouvoir par la violence s'en est trouvé légitimé, évidemment. Donc ils ont introduit les fruits de la guerre dans le système politique de l'après-guerre. Dans le même temps, évidemment, 15 ans de guerre civile, avec le voisin de l'autre côté de la rue, qui est ou pas de la même communauté que vous, font que les haines, évidemment, se sont cristallisées plus que jamais, et que donc les frontières psychologiques, symboliques entre les communautés, entre les différents groupes qui se sont affrontés pendant la guerre, sont devenues évidemment beaucoup plus fortes qu'avant la guerre. Certains parlent de tribalisation des communautés qui sont devenues beaucoup plus monolithiques politiquement qu'elles ne l'étaient auparavant, beaucoup plus refermées sur elles-mêmes. Avec donc les anciens criminels de guerre, il n'y a pas d'autre mot, au pouvoir, au gouvernement, en toute impunité, grâce à la loi d'amnistie, ce qui est le risque évidemment de toute amnistie après toute guerre civile. Et la conséquence immédiate va être aussi de développer une classe politique d'après-guerre qui est une classe politique beaucoup plus hétérogène qu'elle ne l'était avant la guerre. Parce qu'ils voisinent, et jusqu'à maintenant, les vieux politiciens, j'allais dire, d'une poignée de grandes familles qui tiennent le pays depuis les années 20, à côté donc des nouveaux venus qui sont les miliciens reconvertis en hommes politiques, et à côté aussi des nouveaux riches, de toute une classe d'hommes d'affaires qui a fait fortune dans la guerre. Certains avaient fortune avant, d'autres ont fait fortune dans la guerre. Rien de mieux qu'une guerre, civile ou pas, mais en civil évidemment aussi, pour assurer la promotion sociale, si j'ose dire, de ceux qui savent grenouiller pendant une guerre pour faire des affaires. Autrement dit, on a au sortir de la guerre, et jusqu'à maintenant, j'insiste, une classe politique d'une hétérogénéité totale. Les vieux politiciens des anciennes familles qui ont fait le Liban, les nouveaux seigneurs de la guerre reconvertis en politiciens et des nouveaux riches. Alors, cette amnistie s'est accompagnée, il faut le préciser, d'une amnésie officielle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'on a fait injonction aux gens d'oublier la guerre. Comment? Eh bien, tout simplement parce que on n'a pas de commémoration de la guerre. On n'a pas de commémoration des morts de guerre. Il n'y a pas de mémorial aux morts, aux victimes de la guerre. Il y a eu des tentatives venues de différents horizons. Il y a des gens pour prôner dans la société civile cette idée que la véritable réconciliation passerait par, à minima, un mémorial aux morts
à tous les morts de la guerre, quel que soit leur bord. Jamais ce projet n'a abouti. Pendant très longtemps, on ne s'est même pas mis d'accord entre les différents groupes sur le fait de savoir quand commence la guerre civile. Donc, la date aujourd'hui reconnue par à peu près tous, c'est le 13 avril 1975, mais ça a été très compliqué de se mettre d'accord. Donc, pas d'accord sur le début de la guerre, pas de commémoration officielle, pas de célébration des morts de guerre, ou pas de commémoration des morts de guerre, pas de culte, a fortiori, des morts de guerre, une espèce d'amnésie d'État qui a donc laissé à la société civile libanaise, qui s'en est emparée d'ailleurs, le soin de, comment dire, refaire du lien social à la base, sur la base donc de cette réconciliation nationale. On a vu fleurir un certain nombre d'initiatives intellectuelles, artistiques, des colloques, des expositions, des pièces de théâtre réunissant des acteurs de différentes communautés. On a vu un dialogue islamo-chrétien se remettre en marche. Il a toujours existé, mais devenir très actif après la guerre pour essayer, sur le plan spirituel, de rapprocher les communautés. On a vu des associations créant des nouveaux lieux publics mixtes. Quand on dit mixte, ça veut dire de toutes les communautés confessionnelles. Ça ne veut pas dire homme-femme, hein, ça veut dire, voilà. On a vu des cafés de la réconciliation fleurir ici ou là, sur les lignes de front, sur les anciennes lignes de front. Mais toutes ces initiatives sont des initiatives associatives, hein, pas du tout celles de la puissance publique. Donc ça, c'est le premier objet d'une amnistie, c'est de oublier la guerre, effacer ce qui s'est fait, effacer les crimes, et préparer par là, ou prétendre préparer par là, la réconciliation nationale. Sachant qu'évidemment, je reprends le mot d'un politologue libanais, il existe au Liban jusqu'à maintenant une bombe mémorielle en puissance. C'est-à-dire qu'on a beau dire il faut oublier, il faut effacer, dans la société, c'est pas si simple, dans les familles, c'est pas si simple. Il y a notamment les associations de familles de disparus, puisqu'il y a des dizaines de milliers de disparus. On parle de 17 000, mais certains disent beaucoup plus, qui font un travail de pression sur les autorités depuis 30 ans, donc depuis la sortie de la guerre, pour essayer de faire reconnaître, enfin, de retrouver leurs disparus. Ça, je pense que beaucoup, malheureusement, y ont renoncé, mais au moins de faire reconnaître le fait de la disparition, de le faire admettre et d'obtenir des réparations. Donc tout ça est complètement bloqué. C'est donc ça le premier aspect, c'est-à-dire l'amnistie et l'amnésie officielle qui va avec pour tenter d'oublier la guerre et d'écarter le spectre de son retour. Mais il y a, et c'est ce point-là qui d'habitude n'est pas tellement représenté dans les études sur le Liban et sur lequel je voudrais insister, il y a un deuxième objectif de l'amnistie que vous allez, au vu de ce que j'ai dit, je pense, dans la première partie, comprendre facilement. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'empêcher toute nouvelle forme d'hégémonie politique dans le pays, d'un groupe sur les autres, quitte à ne pas tenir compte ou à ne pas tenir compte complètement du changement de rapport de force entre les groupes induit par la guerre. Alors ça a l'air très abstrait, je m'explique. Il y a un slogan officiel qui accompagne la sortie de guerre et qui est ni vainqueur ni vaincu. Donc officiellement, la guerre est terminée, on oublie le passé, on efface les crimes par l'amnistie et on ajoute de toute façon, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Ce qui est faux, évidemment. Il y a des perdants et des gagnants. En termes macro-politiques des groupes communautaires, il est clair que les groupes chrétiens, notamment maronites, et notamment ceux qui se sont incarnés dans les milices de la droite chrétienne, phalangistes et autres, ont perdu la guerre dans une large mesure, ont perdu la guerre. Et il y a d'ailleurs ce qu'on a pu appeler dans les années d'après-guerre, les années 90-2000, un désenchantement, c'est le mot qui a été beaucoup utilisé, des chrétiens libanais, avec de fortes vagues d'émigration. Il y en a eu pendant la guerre, mais il y en a aussi eu après la guerre, notamment, pas que, mais notamment dans les milieux chrétiens qui se considéraient comme ayant perdu la guerre. En revanche, il est clair que la guerre a promu politiquement la communauté chiite. C'est la grande leçon de la guerre, c'est le grand changement de rapport de force. Au demeurant, cette communauté chiite, surtout installée, vous le voyez, dans le sud du pays et dans la plaine de la Beka, ce sont les taches jaunes, hein, cette communauté chiite a pris sa revanche dans la guerre civile, clairement, parce que c'est une communauté, et ce sont des régions périphériques du pays, rattachées en 1920, vous l'avez vu, qui sont des régions, il faut bien le dire, qui ont été oubliées de l'État
depuis l'indépendance, marginalisés économiquement, avec des services publics déficients, avec un sous-emploi chronique, avec de grosses migrations d'exode rural vers les faubourgs de la capitale, marginalisation économique, et aussi disons, qui ont été largement réduites à la portion congrue dans le partage politique que j'évoquais tout à l'heure. Donc la communauté chiite prend sa revanche par le biais de deux milices qui vont successivement se développer au Liban. La milice Amal d'abord, AMAL, et puis plus tard, mais j'y reviendrai dans la troisième partie, la milice du Hezbollah, dont on connaît maintenant le nom, hélas, facilement. Donc, il y a un nouveau rapport de force entre les communautés qui sort de la guerre et qui entre en contradiction avec le slogan officiel et la volonté officielle de prétendre qu'il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu. Alors, je disais tout à l'heure, ces nouveaux rapports de force, ils ont quand même été un petit peu pris en compte dans la loi constitutionnelle de 1990, qui précède de quelques mois l'amnistie, et qui modifie un petit peu le partage. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce que dans le détail, c'est assez complexe, mais vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un partage. Essentiellement, les deux principales communautés qui avaient les hautes fonctions étaient les maronites, en position que je n'hésite pas à appeler hégémonique, je l'ai dit, et les sunnites. C'était une espèce de pacte maronito-sunnite issu de l'indépendance de 1943 qui dominait le partage, même s'il y avait une place, mais plus restreinte, pour les chiites et pour les druzes. Mais les druzes sont peu nombreux, quelques pourcents de la population, alors que les chiites aujourd'hui représentent plus du quart de la population libanaise. Donc les chiites étaient vraiment les mal lotis de ce partage. Donc, cette nouvelle loi constitutionnelle va rééquilibrer légèrement le pouvoir en fonction des résultats de la guerre. C'est-à-dire, elle va enlever du pouvoir au président de la République, c'est-à-dire de fait l'enlever à la communauté maronite, pour redistribuer ses pouvoirs entre le chef du gouvernement, donc la communauté sunnite, et la Chambre des députés, donc la communauté chiite, puisque le président de la Chambre des députés est un chiite. Donc il y a un rééquilibrage qui va se traduire par le remplacement d'un pacte maronito-sunnite qui remonte à l'indépendance par un nouveau pacte tripartite maronito-sunnito-chiite. Donc on prend un peu en compte par ce rééquilibrage le nouveau rapport de force et la victoire relative, en tout cas, des chiites, mais on ne touche pas au système de concordance. C'est-à-dire que c'est toujours la recherche d'un équilibre entre les groupes. Tout ce que j'ai dit reste valable avec une légère modification pour tenir un peu compte du produit de la guerre. Et alors, quand je retravaillais il y a quelques années lointaines déjà sur ces questions, j'ai lu à un moment donné un livre qui n'avait rien à voir avec ça a priori et qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre de Nicole Leroux, grande spécialiste de la Grèce antique, un livre de 97 qui s'appelle La cité divisée, l'oubli dans la mémoire d'Athènes. Alors évidemment, je me suis jeté dessus à l'époque. Donc c'est un livre de 97, un peu plus tardif, qui réfléchit sur la première amnistie politique dont l'histoire nous est laissé la trace en Grèce antique en moins 403 avant Jésus-Christ, et qui est une amnistie au sortir d'une guerre civile qui a opposé le régime oligarchique qui régnait jusque-là, ce qu'on appelle l'oligarchie des 30, à ce qu'on appelait dans ce moment-là les démocrates, dont beaucoup avaient été exilés d'Athènes par les 30. Donc les démocrates remportent la victoire, reviennent pour beaucoup d'exil et, peut-être paradoxalement, adoptent une loi d'amnistie qui porte la mention de interdiction de rappeler les malheurs, c'est dans cette formulation-là, et interdiction d'intenter des procès et de demander des réparations, ça je le dis à ma manière, pour ne pas, disait le texte, prolonger la discorde. Et c'est à partir de l'analyse de Nicole Leroux de cette amnistie que j'ai compris une chose qui me paraît importante, c'est-à-dire qu'une amnistie politique, et je trouve celle du Liban 90, de ce point de vue-là, mutatis mutandis, comme dirait l'autre, il y a évidemment sûrement beaucoup de différences, mais assez intéressante de la comparer avec celle de 403, parce que, dit Nicole Leroux, tout le monde n'est pas d'accord non plus avec l'interprétation de Nicole Leroux sur l'amnistie. Moi, je me fie à elle parce que ça m'arrange pour comprendre l'amnistie libanaise, mais c'est plus compliqué que ça aussi. Mais en tout cas, l'analogie m'a permis de penser que, effectivement, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'une amnistie telle qu'elle a eu lieu au Liban dans les années 90 n'a pas pour objectif que
d'oublier la guerre, même si c'est évidemment son premier objectif, mais, dit Nicole Leroux, de conforter une fiction. C'est ce mot-là qu'elle emploie à plusieurs reprises qui m'a attiré. Quelle fiction pour Athènes? La fiction d'une cité unie et démocratique, malgré le passage malheureux de la guerre civile qui vient de se terminer. Or, il me semble tout à fait clair au Liban que, c'est les deux objectifs que j'ai évoqués, que cette amnistie de 91 était destinée à effacer les traces de la guerre, tout ce qu'on a dit, mais également à, comment dire, maintenir à tout prix, et on le voit très bien dans le discours officiel jusqu'à ce jour, maintenir à tout prix la fiction, non pas d'une démocratie, non pas d'une unité, mais la fiction de ce qu'on appelle une coexistence communautaire. Donc, tout le système d'après-guerre se repose sur le postulat qu'il y a que le socle du système politique libanais est un pacte de coexistence intercommunautaire. Or, c'est largement une fiction. Bien sûr, il y a un partage des tâches, mais ça ne veut pas dire qu'il est représentatif, ce système politique, de la majorité des citoyens libanais. D'autant que, il y a une chose qu'il faudrait quand même que je vous dise, que j'aurais dû vous dire plus tôt d'ailleurs, mais il n'est jamais trop tard, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est pour comprendre le rapport, la question communautaire, il faut comprendre une chose, c'est qu'au Liban, on est nécessairement, de par la loi, membre d'une communauté. Ça n'a strictement rien à voir avec la conviction religieuse personnelle des uns ou des autres. On est nécessairement inscrit dans une communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi civile. Tout ce qui régit le statut des personnes, c'est-à-dire l'enregistrement des naissances et des décès, l'enregistrement des mariages et des ruptures de mariage, des divorces, quand il y en a, puisque côté chrétien, il n'y a pas de divorce reconnu dans les églises catholiques, dans les églises chrétiennes, et notamment catholiques d'Orient, mais par contre, on divorce très bien dans les tribunaux islamiques quand on est musulman, peu importe. En tout cas, on vit, on meurt, on hérite de ses biens dans sa communauté, qu'on le veuille ou pas. Ce qui fait que quand vous voulez vous marier entre communautés différentes, vous ne pouvez pas le faire au Liban, enfin en théorie. En pratique, comme tout s'achète, on peut se débrouiller. Mais surtout, on va la plupart du temps se marier à l'étranger, en général dans l'île de Chypre voisine. On revient et par une espèce d'hypocrisie généralisée, tout le monde ferme les yeux et on n'a pas d'ennui. On est considéré comme des Libanais comme les autres, même si on s'est marié entre deux communautés différentes. Donc, c'est un système qui est unique au Proche-Orient, non pas unique, il y a un autre pays qui fonctionne de la même manière, c'est l'État d'Israël. Tout le monde ne le sait pas. C'est la même chose. Il n'y a pas d'état civil, il n'y a pas de loi civile régissant le statut des personnes. Donc, ça veut dire une chose, c'est que vous n'échappez pas à une appartenance communautaire, quelles que soient vos convictions. Il y a évidemment une part de la population libanaise, notamment celle qui s'est reconnue dans des partis de la gauche libanaise, mais qui milite précisément pour une déconfessionnalisation du système politique, qui, elle, ne se reconnaît pas dans ce système, mais qui, volens nolens, individuellement, forcément est rattaché à une communauté. Et du même coup, sur le plan politique, il faut penser la communauté comme une espèce d'instance médiane entre l'individu citoyen à la base et l'État. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si je pousse un peu les choses, il n'y a pas au Liban de citoyenneté individuelle, ou en tout cas pas pleine et entière, et que le rapport entre le Libanais de base et l'État est médiatisé par les instances de sa communauté, religieuse ou politique, le député local qui va représenter la communauté. Alors, à propos du député local qui va représenter la communauté, il faut savoir que le système électoral libanais, qui est d'une subtilité et d'une complexité extraordinaire, que je simplifie, repose sur le fait que, compte tenu de cette répartition territoriale avec un mélange de populations, il n'y a pas beaucoup de circonscriptions électorales qui soient purement d'une seule communauté. Alors, il y en a pas mal dans le sud, mais il y a quand même toujours des minorités, parce que dans le sud, ce n'est pas marqué sur la carte. Si, c'est marqué. Il y a une tâche, par exemple, de sunnites tout en bas à la frontière avec Israël. Mais ce qui n'est pas marqué, c'est qu'il y a aussi des villages maronites dans cette région du sud, dont on va reparler d'ailleurs. Bon, en tout cas, ça veut dire que c'est plus compliqué que ça et que de toute façon, il n'y a pratiquement pas de circonscription électorale purement rattachable à une seule communauté. Donc, ça veut dire que le système allie l'appartenance communautaire et la présence sur le territoire. Comment? Par le biais des scrutins de liste par circonscription, qui font que vous avez une liste de députés pour lesquels vous pouvez voter, mais cette liste, elle est fonction de quotas confessionnels
plus ou moins lié à la proportionnalité de la population dans la dite circonscription. C'est-à-dire, je prends n'importe quoi, la circonscription d'une ville du Chouf, sud de la montagne libanaise, comme la ville de Halei, je dis vraiment n'importe quoi, hein. Il faut qu'il y ait un maronite, deux grecs orthodoxes, un druze, un chiite, admettons, hein, voilà. Donc, vous pouvez panacher, si vous n'êtes pas d'accord, rayer certains noms, en rajouter d'autres, à condition de panacher en respectant les quotas confessionnels. Si vous retirez un grec orthodoxe, il faut remettre un grec orthodoxe. Si vous retirez un sunnite, il faut remettre un sunnite. Donc, c'est un mélange entre une assise territoriale qui est fondée sur une population très mélangée et quand même un système communautaire. Tout ça matiné de clientélisme, parce que un individu dans son rapport à l'État, c'est quelqu'un qui va demander, je ne sais pas moi, qui va postuler pour un emploi, qui va vouloir avoir accès à un service public. Pour ça, au Liban, vous n'allez pas vous adresser directement à un service public. Vous allez passer par la médiation clientéliste de votre député, du notable du coin, d'une autorité religieuse ou politique locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le communautarisme, il y a aussi le clientélisme. Et ce clientélisme est médiatisé donc, entre l'État et le citoyen par les autorités communautaires. Autrement dit, vous n'échappez pas ni sur le plan de votre statut personnel, ni sur le plan de votre vie sociale et politique à la question communautaire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, on va s'en tenir là pour les deux premières parties pour aborder, ça va aller, la dernière partie que j'appelle un État en faillite. Otage, c'est un peu long, mais je trouve que c'est dit bien ce que ça dit. Un État en faillite, otage de la géopolitique régionale. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que entre 1943, indépendance, et 1975, date d'éclatement de la guerre civile, la relative stabilité libanaise, relative parce que j'y vais y venir, il y a quand même eu une première guerre civile de quelques mois en 1958. Hein. Je vais y venir dans un instant, mais euh, dans la relative stabilité, malgré les quelques mois de guerre civile de 58, s'explique, enfin, est conditionnée par deux choses qui sont tout à fait claires a posteriori. La première chose, c'est que cette stabilité exige une prospérité économique avec un minimum de redistribution de ressources économiques à la population via les réseaux de clientèle en cascade. Alors, cette prospérité économique, elle a été en effet celle du Liban d'avant la guerre civile. Entre 1943 et 1975, dans les années 50 et 60, le Liban était considéré, tout le monde connaît la formule, même si personne n'est d'accord sur son sens, le Liban était la Suisse du Moyen-Orient. Certains disent c'est à cause des pâturages de la montagne, d'autres disent c'est à cause des banques, comme vous voulez, sans doute plutôt les banques. En tout cas, plutôt les banques, pourquoi? Parce que l'économie libanaise n'a jamais été, elle est moins que jamais, mais n'a jamais été une économie productive. Il y a une petite agriculture, il y a une petite industrie, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de productif. Le Liban importe à peu près 90% de ce qu'il consomme. Donc c'est une économie fondée sur ce qu'on appelle traditionnellement le secteur tertiaire, ou qu'on appelait comme ça dans ma jeunesse, je ne sais pas si on dit toujours ça. En tout cas, pour le Liban, la banque au premier chef, l'immobilier, le tourisme. Hein, c'était les trois bases. Le secteur bancaire au premier chef, qui pendant très longtemps a joué, les banques libanaises ont joué le relais entre les pays producteurs de pétrole du Golfe arabo-persique à l'est et les places financières occidentales, qu'elles soient européennes ou américaines à l'est, à l'ouest, pardon. Donc, voilà, donc le secret bancaire, comme en Suisse, le secret bancaire aussi autre élément important, garantissant les investissements dans les banques libanaises. Alors, outre le fait que les pétrodollars, depuis très longtemps, en tout cas depuis les années 70-80, n'ont plus besoin nécessairement, en tout cas, du relais des banques à l'ère de l'informatique pour faire le lien entre le Qatar ou Dubaï et New York, il faut savoir que depuis la guerre, le pays est entre les mains de ce qu'on appelle aujourd'hui très couramment une mafia politico-financière, issue de cette classe politique hétérogène que j'évoquais tout à l'heure, qui a fait des choix économiques qui se sont avérés ces dernières années parfaitement désastreux pour le pays. Alors, je ne suis pas économiste, vous allez le constater, je vais donc être très minimaliste là-dessus. Le choix, d'abord, c'est le choix d'un endettement majeur. Un endettement important, massif, mais c'est surtout le choix, pour financer la dette publique, de placements étrangers en dollars dans les banques que la Banque centrale libanaise s'est attachée pendant toutes ces années à attirer
par la promesse de taux d'intérêt faramineux, hein, très très supérieurs à tous les taux d'intérêt partout dans le monde. On parle de 15%, de 20%, donc de taux faramineux, qui ne pouvaient être payés, pouvaient payer les dividendes des placements que par l'arrivée permanente de nouveaux placements. Un système qui exige donc à la base une confiance dans les banques. Si tout le monde retire ses billes en même temps, le système s'effondre. C'est à peu près ce qui s'est produit. Alors on parle, pour ces montages frauduleux, de pyramide de Ponzi. Allez voir ce que c'est, du nom d'un financier américain des années 20, Charles Ponzi, qui a mis au point un montage de cet ordre qui a provoqué une crise financière aux États-Unis dans les années 20. En tout cas, il se trouve qu'au Liban, à l'automne 2019, il y a eu un puissant mouvement populaire dont il faut dire un mot parce que, à mon avis, c'est le premier véritable mouvement citoyen dans l'histoire du Liban, même s'il n'était pas tout à fait... Voilà, voilà. Peut-être que dire mouvement citoyen, c'est s'avancer, mais en tout cas, qui exigeait des réformes financières de manière à sortir le pays de la crise financière, dont je vais vous donner dans un instant les conséquences, et qui réclamait le départ de toute la classe politique au nom d'un slogan qui était « tous, c'est-à-dire tous ». Tous, du balai, quoi, dégagez. En reprenant évidemment aussi le slogan « dégagez » des révolutions arabes des années précédentes. Un mouvement qui donc aussi a brassé beaucoup d'idées, qui a brassé beaucoup d'idées, y compris la déconfessionnalisation du système politique, qui est revenu dans le débat, qui malheureusement a été cassé par la répression, mais aussi par les divisions internes dans ce mouvement, où le communautarisme est malheureusement revenu en force, et qui s'est manifesté, donc a provoqué une crise de confiance pour les placements étrangers dans les banques. C'est-à-dire qu'il y a eu des retraits massifs des capitaux placés dans les banques libanaises, que les banques ont fermé leurs portes et que le Liban s'est déclaré pour la première fois de son histoire en mai 2020 en état de cessation de paiement. Mai 2020, c'est en plein Covid en plus, donc dans une situation tout à fait inédite et inextricable. Donc la Banque centrale a alors pris une série de mesures dont les conséquences sociales donc, sont désastreuses jusqu'à ce jour. Dévaluation en chaîne de la livre libanaise qui a perdu toute sa valeur, hyperinflation, double système de taux de change évidemment, change officiel, change au noir, suppression des subventions aux produits de première nécessité, ce qui est une mesure antisociale calamiteuse. Jusque-là, au Liban, comme dans la plupart des pays de la région, les États subventionnaient la farine, les carburants et les médicaments. Suppression du jour au lendemain de toutes ces subventions et aussi limitation drastique des retraits bancaires. Vous n'avez le droit de retirer que de petites sommes, elles ont évolué avec le temps, je n'entre pas dans le détail, et vous les retirez en livres libanaises. C'est-à-dire que si vous avez 2000 euros placés, vous retirez 200 euros, ou à peu près l'équivalent, hein, à cause de la dévaluation de la livre. Et en même temps, vous retirez que des petites sommes, ce qui a complètement ruiné les épargnants. Et autrement dit, ruiné la classe moyenne au Liban, entièrement. Aujourd'hui, 75% de la population, au moins, vit au-dessous du seuil de pauvreté, 75%, dans un pays qui a été un phare du Moyen-Orient. Ce taux monte à 90% dans les populations réfugiées, palestiniennes et peut-être plus encore aujourd'hui syriennes. Rappelons qu'il y avait en tout cas environ 1 million à 1,5 million, vous voyez à quel point on est vague, de réfugiés syriens dans un pays, le Liban, qui a 5,3 millions d'habitants. Vous vous rendez compte du poids des réfugiés. Donc les réfugiés, c'est 90% de taux qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Donc effondrement de la classe moyenne, nouvel exil des diplômés, c'est pas le premier, c'est peut-être pas le dernier. En tout cas, une catastrophe socio-économique et financière totale. Alors comment survivent les Libanais aujourd'hui? Ne survivent vraiment que les gens qui sont payés en dollars. Ça veut dire les gens qui sont liés aux ONG, par exemple, aux associations internationales, ou aux organisations, pas aux ONG seulement, aux organisations internationales, hein. La Banque mondiale, l'ECOA, l'UNRWA, etc. Ou ceux qui sont partiellement payés en dollars. Dans certaines universités privées, par exemple, les enseignants touchent la moitié de leur salaire en livres libanaises et la moitié en dollars, et ils arrivent à s'en sortir, mais surtout massivement, pour la totalité de la population, par l'argent qu'envoient les Libanais de la diaspora, qui sont plus nombreux que les Libanais au Liban.
Et le Liban ne survit que par la diaspora qui envoie, en contournant le système bancaire aujourd'hui d'ailleurs dans la plupart des cas, de l'argent aux familles, sans quoi le pays se serait complètement effondré, plus qu'il ne l'a fait encore sur le plan social. Alors, vous savez peut-être que le gouverneur de la Banque centrale, l'historique gouverneur de la Banque centrale qui a été en poste pendant les 30 ans qui sépare la guerre civile d'aujourd'hui, Riyad Salamé, qui est le père de ces montages-là dont on vient de parler et de ces politiques-là, euh, a été finalement arrêté. Il est sous le coup d'une série d'accusations évidemment, de corruption, détournement de fonds, enrichissement personnel, blanchiment d'argent, tout ce que vous pouvez imaginer. Enquête menée contre lui en France, au Luxembourg, en Allemagne et aussi au Liban. Et il est finalement incarcéré au Liban depuis septembre 2024 en attente de jugement à suivre. C'est donc la première condition qui avait été celle de la stabilité du Liban, c'est une certaine prospérité économique qui s'est effondrée et dramatiquement depuis la crise financière de 2019, 2020, etc. La deuxième et dernière condition pour que le Liban soit un minimum stable politiquement, c'est la stabilité géopolitique régionale. Or, précisément, on l'a bien vu dès 1958. Je disais à l'instant, une première guerre civile de quelques mois a éclaté dans le pays, opposant les partisans d'un alignement sur l'Occident, on va dire, hein, sur le camp, on est en pleine guerre froide, hein, 58, sur le camp américain, qui était au pouvoir au Liban, opposé donc à ce que le discours officiel appelle les rebelles, c'est-à-dire des gens qui soutenaient une option nationaliste arabe, nassérienne. C'était la grande époque de Nasser. 2 ans après la nationalisation du canal de Suez, la popularité de Nasser était à son comble dans la région. Donc il y avait les loyalistes qui soutenaient le gouvernement légal du Liban aligné sur les États-Unis d'Amérique. Je dis aligné parce qu'il avait accepté une aide américaine des années auparavant, opposé donc aux nationalistes arabes soutenus par l'Égypte. Donc cette polarisation politique a marqué cette première guerre civile, polarisation politique et confessionnelle comme toujours, entre notamment maronites et sunnites. Et donc à partir de là, on a bien mesuré à quel point, si vous voulez, la condition absolue de la stabilité du Liban, c'est que la guerre froide, en l'occurrence à l'époque, n'entame pas trop la scène politique libanaise. À partir du moment où il y a un déséquilibre sur la scène politique libanaise, la surdétermination de ce déséquilibre par la guerre froide interarabe, qui est en même temps une guerre froide américano-soviétique, déstabilise complètement le pays. Mais la principale source de déstabilisation géopolitique régionale reste le conflit avec Israël, évidemment. Alors là, je voudrais m'arrêter un peu parce que il faut dire que c'est pas une nouveauté du tout. Il y a un point de bascule très important. Il faut remonter pour comprendre, je pense, à 1973. 1973, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre israélo-arabe qu'on appelle la guerre d'octobre en France, la guerre du Kippour en Israël, qui va se terminer par, certains disent ni vainqueur ni vaincu, d'autres disent semi-victoire arabe, ça c'est plutôt les pays arabes. En tout cas, ça n'a pas été comparable à l'écrasement des armées arabes qui avait eu lieu pendant la guerre de 67. C'est un rééquilibrage relatif entre Israël et les États arabes qui va ouvrir sur des négociations d'armistice entre les pays concernés. Alors, cette guerre de 73 est une guerre déterminante parce que c'est la dernière guerre conventionnelle israélo-arabe, c'est-à-dire entre Israël et les États arabes. Dernière guerre conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle va mener, dans les années qui vont suivre, à la sortie de guerre du plus important des États de la région en lutte contre Israël, qui était l'Égypte précisément. L'Égypte de Sadat va entrer dans un processus de paix avec Israël qui aboutit à la signature d'un traité de paix en 1979, où l'Égypte se retire de la guerre, abandonnant à leur triste sort, on va dire, les Palestiniens, et que le seul pays frontalier qui reste, qui ait un minimum de capacité militaire, c'est la Syrie d'Assad, mais qui n'est pas suffisante sans l'appui égyptien et malgré l'appui jordanien et éventuellement irakien pour prétendre affronter Israël. Et ça, évidemment, Assad, père, le sait parfaitement, et donc il n'y aura plus de guerre israélo-arabe après 1973. Moyennant quoi, le conflit israélo-palestinien va se retrouver enfermé, au moins en partie, sur le territoire libanais. Le territoire libanais où l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, avec ses groupes de guérilla,
est installée depuis le début des années 70, chassée qu'elle a été de Jordanie par le roi Hussein lors des massacres dits de Septembre Noir, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, le QG de l'OLP est à Beyrouth, et l'OLP a passé un accord avec l'armée libanaise, qui remonte d'ailleurs à 1969, où l'armée libanaise, l'État libanais du coup, reconnaît à l'OLP le fait de gérer les camps. Donc l'armée libanaise n'entrera pas dans les camps. Les camps sont gérés par les diverses associations, groupuscules de la résistance palestinienne qui forment l'OLP, mais aussi capacité à mener une guérilla à partir du Liban, du sud-Liban, contre Israël. Alors on va passer à la carte suivante, qui est une carte qu'on va retrouver deux fois. Donc regardez pas la date de la carte, on s'en fiche, c'est pour vous mettre en place la topographie du Sud-Liban, voilà, et les choses importantes. On ne regarde pas les petits impacts jaunes et verts, on y reviendra tout à l'heure. Elle fait apparaître cette carte, une ligne bleue. Alors c'est peut-être le moment où je vais voir si j'arrive à la suivre, la dite ligne bleue. Voilà, alors vous avez cette ligne bleue qui est là, hein, qui est à peu près la frontière internationale, on verra pourquoi à peu près éventuellement tout à l'heure, entre Israël ici et le Liban. Vous y avez un fleuve dont on va reparler qui est ici, qui est le fleuve Litani, qui est le seul grand fleuve du sud-Liban dans une région aride. C'est fondamental aussi pour des raisons hydroélectriques, économiques, etc. Vous y avez sur cette carte, pour nous situer bien, le plateau du Golan qui est ici, qui est occupé par Israël, qui a été enlevé à la Syrie en 1967 et qui a été annexé illégalement aux yeux de la communauté internationale par Israël en 1981. Et vous avez, j'en parle parce qu'on va y revenir dans la période très récente, vous avez ici une zone démilitarisée entre le plateau du Golan occupé et la Syrie, hein, que les Israéliens, d'ailleurs, ces derniers mois, ont réinvesti en partie, cette zone. Bon, voilà. Et vous avez une petite tache verte ici, dont on va reparler, qui s'appelle les fermes de Sheba, C-H-E-B-2-A, qui est une région contestée entre Israël, qui est ici au Golan, le Liban, mais aussi la Syrie, parce que la frontière a été mal établie par les Français sous le mandat. C'est toute une affaire. Il n'y a pas énormément de gens, il y a quelques villages, il y a de la population, et c'est une région que donc les Israéliens donc, tiennent au titre de leur domination du plateau du Golan et qui est revendiquée par le Liban et aussi, quand ça la prend de temps en temps, par la Syrie qui rappelle que les fermes de Sheba sont à elle. Donc je voulais placer cette carte pour montrer un peu la topographie de la région pour que vous compreniez la suite. Donc, pendant la guerre civile libanaise, l'OLP qui est à Beyrouth va s'allier avec la gauche libanaise contre les milices de la droite chrétienne. Et tout en continuant au sud à lancer des attaques contre Israël ou lancer parfois des opérations en Israël même, suscitant évidemment des représailles israéliennes, mais suscitant aussi des interventions militaires aériennes et ou terrestres d'Israël contre le Liban. Alors ça, c'est très important parce que pour quelqu'un qui connaît la région depuis un certain nombre d'années, septembre 2024, date de la dernière intervention israélienne contre le Liban, donne une étrange sensation de déjà-vu, hein. C'est la énième fois. Alors je vais vous les rappeler rapidement, ces interventions, sans essayer de ne pas trop m'y attarder. La première intervention, je veux dire, quand je dis intervention, je veux dire pas seulement des tirs de représailles d'Israël contre les Palestiniens qui tirent de leur côté, mais invasion territoriale et aérienne. Donc 1978, en pleine guerre civile, donc Israël pénètre au Liban à la suite d'une attaque de l'OLP à l'intérieur d'Israël. Et là, ensuite, il y a une médiation internationale. L'ONU émet des résolutions, 425, 86, peu importe, qui finissent par imposer le retrait israélien et par créer une force des Nations Unies pour s'interposer entre Israéliens et résistance palestinienne du Sud-Liban, qui s'appelle, elle est là, toujours là, la FINUL, la force d'intervention des Nations Unies pour le Sud-Liban. Elle est initialement créée en 1978 pour vérifier que le retrait israélien a bien eu lieu et pour garder la frontière et pour y préparer, mais ça n'a jamais eu lieu, l'installation dans ce Sud-Liban de l'armée libanaise, qui n'y est pas, hein, puisqu'il y a les Palestiniens d'un côté, les Israéliens de l'autre, mais pas l'armée libanaise. Or, après 1978, et malgré la résolution de l'ONU, les Israéliens ne se retirent pas complètement du Liban. En fait, ils se retirent complètement, mais ils laissent une zone tampon,
tout au sud, c'est-à-dire une bande d'une vingtaine de kilomètres de profondeur le long de la frontière, qu'il confie à des supplétifs libanais qui travaillent, qui collaborent avec les Israéliens. Ces supplétifs sont essentiellement des maronites, issus des, pas que d'ailleurs, il y a quelques chiites, mais enfin essentiellement des maronites, qui s'enrôlent dans une milice qu'on appelle l'armée du Liban Sud, et qui est une milice fondamentalement chrétienne, majoritairement chrétienne, et alliée d'Israël, et qui tient cette zone tampon pour Israël au sud Liban. Donc la résolution 425-426 ne sont pas véritablement complètement appliquées en 1978, et la finule est déjà là, qui compte les points des deux côtés de la frontière, en gros. 1982, deuxième intervention militaire israélienne au Liban, celle-ci d'une ampleur beaucoup plus considérable, sous prétexte de protéger les installations et les villages et les villes israéliennes au nord, qui sont sous le feu, si vous voulez, des attaques palestiniennes. Je dis sous prétexte, vous allez comprendre pourquoi, parce que très rapidement, le véritable objectif ou les véritables objectifs de cette intervention massive se dévoilent, puisque l'armée israélienne occupe tout le sud Liban, remonte jusqu'à Beyrouth, met le siège de la ville de Beyrouth pendant l'été 82, siège qui ne sera terminé que par des médiations internationales qui finalement imposeront le départ de l'OLP de Beyrouth. Tous les combattants armés quittent le Liban, pas les populations civiles palestiniennes en revanche. Et donc, le premier objectif de cette invasion israélienne de 82, c'était, et il a été atteint, de chasser l'OLP de Beyrouth et donc du sud Liban, et donc de mettre fin à toute forme de guérilla palestinienne contre Israël à partir du sud Liban. Le deuxième objectif, qui lui n'a pas été atteint, mais qui était aussi important, c'était d'installer à Beyrouth, objectif israélien, un gouvernement allié d'Israël, aux mains essentiellement de celui qui avait été le chef des phalanges pendant la guerre, Bachir Gemayel, qui se trouve être, avec l'appui des Israéliens qui occupent le terrain, élu président de la République à l'automne 1982, mais très rapidement assassiné par évidemment le grand voisin syrien, par le biais de sbires locaux, peu importe, qui ne voulait pas d'un changement radical de statu quo au Liban et de l'installation d'un gouvernement allié d'Israël à Beyrouth. Donc la Syrie empêche la réalisation de ce plan, l'idée étant d'installer un État chrétien, un État dominé par les chrétiens, allié d'Israël. Vieux fantasme, on le retrouve dans les mémoires, par exemple, d'un homme comme Moshe Charet, Premier ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, qui parle de cette possibilité de plan dès les années 50. Donc vous voyez, l'histoire dans la région est toujours à mettre en perspective plus en amont, plus ancienne. Donc cette invasion de 82, donc, elle chasse les OLP du Liban, mais elle ne maintient pas, enfin, elle n'installe pas un gouvernement allié. Et c'est d'ailleurs après l'assassinat de Bachir Gemayel et pour venger l'assassinat de Bachir Gemayel qu'une fraction des phalanges rentre dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila et massacre des milliers de civils sous les fusées éclairantes de l'armée israélienne qui regarde. Alors, c'est l'invasion israélienne de 82, et là je crois, Annick, que j'ai épuisé mon temps, c'est ça? Donc, je vais terminer les incursions israéliennes et toute la dernière partie sur la dernière en date, on la fera sous forme de débat. Donc, l'invasion israélienne provoque directement la création du Hezbollah. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais dès la période de la guerre de 82, dès les premiers mois de 83, s'entraînent des chiites, et notamment des religieux chiites, dans la plaine de la Beka, parce que c'est là qu'est né le Hezbollah. Et pendant les années 82-85, ce parti qu'on n'appelle pas, ce parti et cette milice, puisque c'est les deux, on va le voir, qu'on n'appelle pas encore comme ça, reste clandestin et multiplie les attentats contre les forces d'occupation, c'est-à-dire le QG israélien à Tyr en 82, à l'automne 82, puis une force multinationale d'interposition franco-italo-américaine qui avait débarqué à Beyrouth provisoirement pour retrouver une stabilité, qui est frappée par des attentats meurtriers d'un groupe chiite qu'on ne connaît pas encore et qui s'appellera le Hezbollah. Et ce nouveau groupe militant va sortir de la clandestinité en 1985, proposer son programme politique, et en 1985, son programme politique, c'est création d'un État islamique au Liban. 1985.
vous vous souvenez qu'en 89, on désarme toutes les milices, mais pas le Hezbollah, que tout le monde est d'accord au Liban avec ça, pour la lutte contre Israël et pour poursuivre la lutte contre Israël. Et c'est encore le cas pendant un certain temps. Jusqu'au moment où, au printemps 2000, Israël se retire complètement du Sud-Liban, abandonne la zone de sécurité que j'ai évoquée, par un retrait complètement unilatéral qui est une promesse de campagne des travaillistes de Ehud Barak à l'époque, revenus au pouvoir à ce moment-là entre deux phases de domination de la droite israélienne. Donc Israël, par la volonté des travaillistes israéliens, se retire. Le Hezbollah crie à une victoire miraculeuse, miraculeuse en effet parce que ce n'est pas du tout lui qui a chassé les Israéliens, mais les Israéliens se sont retirés. Exit donc l'armée du Liban Sud, les supplétifs, tout ça disparaît et le retrait est total. Et à partir de ce moment-là, le Hezbollah va prendre position dans la région, remplacer en quelque sorte l'OLP qui a été chassé et reprendre une forme de guérilla, mais je dirais de basse intensité, qui est plutôt de la dissuasion mutuelle contre Israël. Hormis tout de même le fait qu'en 2006, et on peut peut-être passer à la carte suivante, qu'en 2006, à la suite de la capture de 2 soldats israéliens par le Hezbollah sur le territoire israélien, une guerre s'enclenche, une guerre ouverte, en 2006, entre le Hezbollah et... alors, simplement une carte où il y aura les impacts de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et le Liban. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est la réponse israélienne à la guerre de 2006 avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui, entre-temps, est devenu une véritable armée, 20 à 25 000 hommes, parfaitement équipés, très bien organisés, appuyés par la Syrie et par l'Iran, et qui donc tient en échec l'armée israélienne en 2006 au Liban. Résolution de l'ONU qui réitère ce qui avait été dit en 1978, c'est-à-dire retrait israélien total, mais il est déjà acté. Renforcement de la FINUL, elle est toujours là, elle est renforcée, et désarmement du Hezbollah qui n'aura pas lieu. Parce que, et j'en termine avec ça, ou à peu près, parce que le Hezbollah, au départ, c'est une milice, entre-temps, c'est devenu un parti politique qui, à partir de 1992, ça c'est important, ça fait déjà plus de 30 ans, a abandonné son programme d'État islamique pour devenir un parti comme les autres sur la scène politique libanaise, c'est-à-dire à présenter des candidats aux élections législatives. Il y a jusqu'à maintenant des députés Hezbollah au Parlement, il y a des ministres Hezbollah, donc à jouer le jeu de la démocratie de concordance libanaise. Mais avec, compte tenu de sa force militaire, un pouvoir de blocage sur le système politique libanais qui explique que pendant 2 ans, 2022-2024, il n'y ait pas eu de président de la République au Liban. Ce sont largement des blocages du Hezbollah qui l'expliquent. Donc le Hezbollah bloquant le système politique libanais est devenu un mouvement extrêmement impopulaire au Liban, hormis les milieux chiites, et encore sans doute tous les chiites ne soutiennent-ils pas le Hezbollah à cause de ce pouvoir de blocage, mais aussi à cause du fait que le Hezbollah n'est pas seulement une milice et un parti, c'est aussi aujourd'hui un quasi-État. Non pas un État dans l'État, mais un quasi-État dans un non-État. Le Liban est un non-État dans lequel les seules régions où il y a un État qui fonctionne, avec des services d'ordre, avec une fiscalité, avec des services sociaux, avec des aides au logement, avec tout ce que vous voudrez, ce sont les régions tenues par le Hezbollah, qui se comportent comme un quasi-État. Si bien que quand Israël en 2024 parle d'éradiquer le Hezbollah, je ne sais pas bien ce qu'il veut dire, parce que ça supposerait éradiquer la communauté chiite tout entière, dans laquelle il a une forte implantation, même si, je répète, tous les chiites ne portent pas nécessairement le Hezbollah dans leur cœur. Ce qui est sûr, c'est que la scène politique libanaise, depuis les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, là je voulais vous parler d'un autre épisode, mais je n'ai pas le temps, est polarisée, la scène politique interne, entre des forces, d'une part, qui s'appuie sur les communautés chrétiennes, sunnites et druzes d'un côté, une coalition entre ces forces-là, hein, qui sont plutôt pro-occidentales, c'est-à-dire qui sont appuyées par les monarchies du Golfe et liées à l'Occident, face à une coalition Hezbollah, Hamal et leurs alliés, bien qu'Hezbollah et Hamal se soient tapés sur la figure à un moment, mais bon, tout c'est toujours plus compliqué. Donc une polarisation entre, à nouveau, si vous voulez, des forces hostiles, les unes appuyées sur l'Occident, les autres appuyées sur la Syrie, l'Iran et lointainement derrière la Russie.
donc dans une nouvelle forme de polarisation géopolitique régionale qui se traduit sur la scène politique libanaise. Et donc, tant qu'on n'aura pas surmonté ces polarisations internes liées aux polarisations régionales, on ne trouvera pas une véritable stabilité au Liban, hein. Voilà, alors, donc, après l'attaque du Hamas en octobre 2023, vous savez que le Hezbollah a marqué sa solidarité avec les Palestiniens et avec le Hamas en ouvrant un nouveau front contre Israël, mais un front qui, observons-le, est quand même resté pendant très longtemps un front de basse intensité de combat, là aussi, hein. Beaucoup de rhétorique, beaucoup de menaces, mais le Hezbollah n'a aucun intérêt à entrer dans une guerre contre Israël, pas plus que son parrain iranien complètement affaibli derrière. Et donc, en réalité, il a vraiment fallu une série d'attentats ciblés qui ont décapité le Hezbollah pour qu'il y ait une réaction. Alors, je ne sais plus où on en est avec les cartes, il doit en rester deux sur la dernière période, et j'arrête avec ça. Alors ça, c'est une tombe de martyr, mais ça fait rien, exit le martyr. Alors ça, c'est quoi? Je suis un peu perdu là, pardon. Il y a une date sur cette carte, vous la voyez, parce que moi, je n'arrive pas à la voir. Oui, c'est ça, c'est 2024. C'est ça. Donc c'est bien, en effet, les impacts de la guerre de 2024, de la dernière intervention israélienne sur le sol libanais. Et d'ailleurs, la suivante est peut-être plus explicite. Elle montre la totalité de... Alors non, la dernière, oui, la dernière, c'est celle-là. Alors, la dernière, c'est la carte donc qui a été annexée au cessez-le-feu qui a mis fin en novembre dernier à la dernière intervention israélienne sur le sol libanais. Pour l'instant, il y a donc un cessez-le-feu où vous retrouvez ici, je ne dis pas de bêtises, la ligne bleue, c'est ça? Voilà, ici. Pourquoi bleu? C'est la couleur du casque des casques bleus de l'ONU, hein, parce qu'ils sont déployés là. Où vous retrouvez la ligne du Litani, et ce cessez-le-feu prévoit donc que le Hezbollah doit se retirer au nord du Litani, qu'Israël doit se retirer au sud de la ligne bleue, c'est-à-dire en fait de la frontière internationale plus ou moins, dans les 60 jours qui viennent. On en est là pour l'instant. Il y a encore des combats. Israël en a profité, je l'ai dit, pour envahir aussi la zone démilitarisée du Golan. Mais il y a une relative stabilité aujourd'hui. Mais la conclusion, c'est simplement de dire qu'il n'y aura pas de stabilité politique au Liban tant que le contexte géopolitique régional sera polarisé comme il l'est, c'est-à-dire tant que la question palestinienne ne sera pas résolue, et tant que des réformes structurelles du système politique auront lieu, qui passeraient nécessairement par une déconfessionnalisation du système politique, de laquelle on est plus loin que jamais. Voilà, je vous remercie et pardon d'avoir été, comme d'habitude, trop longue et pas toujours très claire à la fin. Alors, je suis à vous pour les questions. Bonsoir, mais merci beaucoup pour cet exposé brillant et qui nous rappelle beaucoup de souvenirs, en tout cas à certains d'entre nous. Euh, oui, j'ai pris votre exposé en route et je ne sais pas si vous avez, enfin je pense que vous avez insisté sur l'ingérence au long cours de la Syrie des Assad au Liban. Bon, pour des raisons historiques enfin, que vous avez, je crois, rappelé. Cette ingérence s'est passée essentiellement par le biais des factions chiites, mais pas seulement, autant que je me souvienne. Je crois me souvenir qu'il y a certaines factions maronites parfois qui ont joué des jeux d'alliance avec la Syrie, et peut-être aussi les Druzes à certains moments. Enfin bon. Et donc là maintenant qu'il y a un changement de régime en Syrie avec l'arrivée des sunnites, est-ce qu'on peut espérer quelque part que alors ça n'est peut-être pas suffisant, mais enfin, disons, est-ce que ça n'est pas un facteur quand même favorable? Quoique, disons, on peut penser que maintenant, la Syrie va peut-être se rapprocher de la communauté, enfin, va soutenir la communauté sunnite du Liban. Enfin, qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup pour cette question qui me permet de parler de quelque chose dont j'ai complètement laissé de côté à tort. C'est le rôle de la Syrie au Liban pendant toute cette période, hein. Donc merci, je vais revenir à ça. C'est complètement sous-estimé dans mon exposé. Donc je vais en profiter pour rétablir quelques éléments et je viendrai sur votre deuxième partie de question sur aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une chance avec la chute des Assad? Donc d'abord, il faut rappeler que la Syrie entre au Liban en 1976, c'est-à-dire l'année après le déclenchement de la guerre,
au sein d'une force de stabilisation pour surveiller les cessez-le-feu, qui rapidement se transforme en une force d'occupation purement syrienne et qui va faire, je veux dire, la pluie et le beau temps, si vous voulez, au Liban pendant toute la période de la guerre. Et avec une politique qui va être tantôt de s'allier avec ce qui pourrait paraître, a priori, pour des raisons idéologiques ou moins proclamées, comme ses alliés naturels, c'est-à-dire les Palestiniens de l'OLP à l'époque, alliés avec la gauche libanaise, ce qu'on appelait à l'époque les palestino-progressistes, hein, entre guillemets, avec lesquels elle est fondamentalement alliée, mais dès que la victoire menace de, si j'ose dire, d'être entre les mains des palestino-progressistes, alors la Syrie change de camp et va soutenir la droite libanaise. Mais elle va aussi attaquer la droite et soutenir les palestino-progressistes. Il y a des changements d'alliance permanents et un jeu extrêmement trouble de la Syrie dont l'objectif est fondamentalement au fond, que rien ne change dramatiquement au Liban, qu'il n'y ait pas de révolution de la gauche libanaise et des Palestiniens, évidemment, sûrement pas, malgré les protestations d'alliance, mais qu'il n'y ait pas non plus une victoire sans appel de la droite chrétienne au Liban. Donc elle veut un maintien de l'équilibre et un maintien de sa propre influence, qui est aussi mise en place de raquettes économiques au niveau du port de Beyrouth, enfin bref, d'un trafic de voitures dans la Bekaa. Enfin, les Syriens sont partout au Liban entre 1976 et 2005, qui est la date de leur retrait. Alors justement, ça me permet de rappeler cet épisode que j'ai complètement laissé de côté pour gagner du temps tout à l'heure. Dans la polarisation de la scène politique libanaise jusqu'à ce jour, il y a un moment fort qui est 2004-2005. En 2004, sous la pression des États-Unis et de la France, une autre résolution de l'ONU, il y en a une série, peu importe son numéro, est adoptée, qui exige pour la énième fois le désarmement du Hezbollah, qui n'a toujours pas lieu, et qui exige aussi le retrait de toutes les forces étrangères, dit le texte. Or, toutes les forces étrangères en 2004, ça veut dire les Israéliens étant sortis en 2000 unilatéralement, comme je l'ai rappelé, ça veut dire les Syriens. Et immédiatement, quelques mois après, le Premier ministre sunnite, donc forcément du Liban, Rafik Hariri, est assassiné probablement par le Hezbollah, avec la Syrie derrière, on ne sait pas très bien. Il y a un tribunal spécial pour le Liban qui est chargé d'investiguer depuis lors les causes et les responsables de l'assassinat de Hariri, qui finalement n'a abouti à rien. Et le juge d'instruction qui est en charge de l'affaire s'est enfermé chez lui, a lâché le dossier aux dernières nouvelles. Bon, en tout cas, Rafik Hariri est assassiné. En fait, la Syrie ne veut pas de ce désarmement. Simplement, à la suite de ces événements-là, de l'assassinat d'Hariri en février 2005, un mouvement insurrectionnel éclate au Liban, dont on a pu penser à l'époque qu'il s'agissait d'un véritable mouvement citoyen, en effet, de protestation essentiellement contre la Syrie et la présence syrienne au Liban, demandant le retrait des Syriens du Liban, où on retrouve cette polarité qui existe encore à ce jour, que je simplifie affreusement une fois de plus. D'un côté, des forces appuyées sur les chrétiens, les sunnites et les druzes, qui en effet, vous l'avez signalé, mais ça serait trop compliqué, ont changé de position à de nombreuses reprises pendant la guerre. En tout cas, polarisation entre chrétiens, sunnites et druzes d'un côté, et Hezbollah et ses alliés, chiites, de l'autre. Chiites, mais avec, par exemple, une fraction de chrétiens qui soutiennent le Hezbollah et qui sont ceux qui sont les adeptes du précédent président de la République qui s'appelait Michel Aoun et qui n'est pas parent, malgré son nom, avec le nouveau président qui vient de sortir des urnes récemment. Donc, le parti de Michel Aoun s'allie avec le Hezbollah. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Il n'y a pas un recoupement absolu et simpliste entre les lignes de fracture politique et les lignes de fracture communautaire non plus. En tout cas, cette polarisation s'établit en 2005, mais finit par provoquer, par son ampleur, il y a 1 million de personnes dans la rue dans un pays qui a 5 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en nombre de manifestants. Hein. Simplement, il est miné, ce rassemblement, par cette polarité qui oppose ces deux camps et qui n'a plus cessé de les opposer jusqu'à ce jour, mais qui aboutit quand même, ce mouvement, au départ des troupes syriennes du Liban en 2005. Voilà. Alors, après ça, après l'éclatement de la guerre en Syrie en 2011, en fait, ce n'est pas vraiment une guerre, ce n'est pas vraiment une guerre civile. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement révolutionnaire qui a été sauvagement réprimé par le régime Assad. Hein. En tout cas, à partir de cette date-là, enfin, dans les années qui ont suivi, le Hezbollah libanais est militairement venu au secours du régime Assad, ce que d'ailleurs beaucoup de Libanais lui reprochent amèrement aussi. Sans compter qu'il entretient une contrebande d'armes, de produits de toutes sortes et de drogues entre le Syrie et le Liban. Bon,
ce qui n'ajoute pas à sa popularité, évidemment. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc le Hezbollah intervient dans la guerre en Syrie, donc cette polarisation s'étend à la région. Alors, en effet, la guerre israélienne à Gaza, en réaction au 7 octobre 2023, aujourd'hui, donc, l'affaiblissement de l'Iran, euh, qui n'a pas les moyens et qui ne veut pas entrer en guerre contre Israël, malgré toutes les provocations. N'oubliez pas quand même qu'on a assassiné, que Israël assassine Ismaël Haniyeh, leader de la branche politique du Hamas, à Téhéran lors de l'intronisation de l'actuel président iranien le 31 juillet 2024, et que l'Iran, à part des déclarations rhétoriques et l'envoi de quelques missiles, de quelques roquettes, ne fait rien, hein, parce qu'il n'a pas les moyens, il ne veut pas se laisser entraîner dans un conflit. Là-dessus, 8 décembre dernier 2024, en effet, le régime Assad, que personnellement je n'imaginais pas de mon vivant voir tomber en Syrie, tombe. Et donc, on est dans une configuration, et je rejoins la dernière partie de votre question, on est dans une configuration qui, plus que jamais, en effet, je suis d'accord avec votre pronostic, pourrait peut-être permettre demain de stabiliser et la région et la scène politique interne libanaise. À condition quand même, je le répète, qu'une solution soit trouvée à la question palestinienne, solution équitable, pour le moins. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question un peu rapidement, mais voilà. En tout cas, j'avais minimisé le rôle de la Syrie parce que ce n'était pas mon axe principal, mais il est fondamental, évidemment, tout du long. D'autres questions? Du coup, au début, tu as dit, Annie, ici, pardon, Ah oui, c'est tout. ça n'est pas une mosaïque. Or, Ah, dans tout ce que j'ai entendu, moi, j'ai vraiment l'impression de la voir question d'une une mosaïque. mosaïque. Non, quand je dis c'est pas une mosaïque, d'abord c'est pour réagir contre effectivement cette manipulation par, y compris d'abord par la France, hein, il faut bien le dire, de cette histoire de pays qui sont éclatés entre des groupes et qui sont pas un peuple, qui forment pas voilà, une entité politique digne d'être reconnue comme telle. Et d'autre part, quand tu dis mosaïque, c'est des petits morceaux juxtaposés mis sur le même plan, les uns à côté des autres. Or, ce n'est pas du tout une mosaïque où tout le monde est égal, même entre les groupes, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pôles hégémoniques, des groupes qui sont plutôt marginalisés dans le pouvoir. Une mosaïque, c'est statique, c'est ça. Tandis que là, il y a effectivement des inégalités et des différences entre les groupes. Et en plus, et c'est vrai que dès qu'on fait un exposé court, même si ça vous a, c'est à la fois trop long et trop court, mais on est obligé de parler grossièrement en termes communautaires, alors que c'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, il n'y a pas de monolithisme des communautés. Politiquement, des gens qui rejettent, si vous voulez, leur appartenance à une communauté, qui ont des convictions idéologiques qui font qu'ils sont, voilà, ils défendent d'autres idées qui, bon, qui ne sont pas portées par leur communauté nécessairement d'origine. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui serait une mosaïque à plat, c'est un partage inégal du pouvoir entre des groupes. Alors, ces groupes en question communautaire, pourquoi sont-ils devenus, enfin là je vais demander des réponses à propos de ta question, mais c'est important, pourquoi sont-ils devenus des forces politiques? Alors, simplement, si j'ose dire, l'une des grandes explications, c'est que ces groupes existaient comme des composantes des sociétés locales pendant la période précédente, l'Empire ottoman. À l'évidence, il y avait. Et ces groupes avaient des formes d'autonomie dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'en gros, les Ottomans avaient des rapports avec des chefs de communauté. Ils ne géraient pas directement les lointaines provinces du Levant, ils déléguaient l'ordre public en gros l'ordre public levé de l'impôt aux autorités locales. Ces autorités locales étant le plus souvent des autorités politiques ou religieuses, mais liées à telle ou telle communauté. Et il y avait une autonomie des communautés non musulmanes dans l'Empire ottoman qui fait que, effectivement, le patriarche maronite était le porte-parole auprès d'Istanbul, du sultan d'Istanbul, des communautés maronites du Proche-Orient. Et également la même chose pour toutes les populations. Le grand rabbin d'Istanbul pour les communautés juives, etc. Donc il y avait déjà un morcellement, si vous voulez, entre groupes à l'époque ottomane et qui avaient une certaine autonomie de fonctionnement par rapport à l'État. Mais ce qui s'est passé, c'est surtout que les puissances européennes ont, tout au long du 19e siècle, surtout la deuxième moitié du 19e siècle, commencé de clientéliser ces groupes. Donc, par exemple, les Maronites, puisqu'on est au Liban, sont devenus l'un des clients principaux des Français. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. Il y a une protection historique, traditionnelle. Là, on pourrait débattre, on ne va pas le faire maintenant, remonter trop en arrière, mais qui est plus ancienne que ça, qui ne date pas de la deuxième moitié du 19e siècle, mais qui se formalise au 19e siècle. Et chacun a son champion. Les Russes, tant qu'il y avait encore une Russie pré-révolutionnaire,
patronné les orthodoxes, les Grecs orthodoxes, qui malgré leur nom ne sont pas grecs, mais arabes, mais qui sont orthodoxes de religion et qui étaient les clients des Russes. Les Anglais patronnaient à la fois les Druzes au Liban et les protestants dans les différents pays de la région, etc., etc. Donc, ces groupes communautaires se sont trouvés clientélisés, protégés par les puissances. Et donc, ça les a transformés en force politique. Et quand vous pensez, par exemple, que à la conférence de la paix, celui qui porte la revendication d'un État libanais qu'il appelle de ses voeux, ce n'est pas un homme politique stricto sensu, c'est le patriarche des Maronites. Ça dit tout, si vous voulez, de la confusion entre le politique et le, je ne dis pas le religieux, mais le communautaire ou le confessionnel. Hein, voilà. Donc, voilà ce que je pourrais te répondre. Alors, mosaïque, c'est un peu une humeur qui est la mienne, qui fait je ne supporte pas ce mot, parce qu'il induit le fait qu'il n'y a que des groupes qui s'entendront jamais entre eux et que ce ne sont pas des peuples comme les autres. C'est pour ça que je réagis violemment. Mais il y a des fractures, on ne peut pas le nier. Oui, Oui, merci. Euh, pour faciliter la compréhension, vous avez parlé plusieurs fois de la gauche libanaise. oui. Et la gauche libanaise, c'est quelle communauté ou Mais justement, c'est pardon, ou c'est rien du tout est-ce qu'il y a un parti? Voilà. il y a des partis. Il y a des partis qui sont peut-être plus grand-chose aujourd'hui sur l'échiquier, mais qui ont été quand même importants. Alors, quand vous dites c'est quelle communauté, par définition, c'est aucune et toutes. Ce sont les seuls partis qui étaient pluricommunautaires et ne se rattachaient à aucune autorité communautaire, précisément. Donc, il y a un parti communiste, il y a des dissidences du parti communiste qui s'appelait notamment l'OACL, l'Organisation d'action communiste au Liban. Alors, dans une gauche, j'ose pas trop dire gauche, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, il y a le Parti socialiste progressiste, PSP, mais qui était dirigé par la famille Jumblat, par le clan Jumblat druze du sud du Mont-Liban. Donc, il y avait des positions, surtout sous le père Kamal Jumblat, qui a été assassiné en 1977, qui avait des positions de gauche, qui à un moment donné, au début de la guerre civile, revendiquaient, comme toute la gauche, la déconfessionnalisation du système politique. Après, le fils de Kamal Jumblat, Walid Jumblat, mais même Kamal déjà, ont joué un jeu beaucoup plus compliqué et beaucoup plus tordu, si j'ose dire. Mais n'empêche qu'il y avait des partis de gauche qui ne se réclamaient d'aucune communauté, à part le PSP, qui est quand même toujours très lié aux Druzes, mais il y avait quand même des non-Druzes dans le PSP. Mais il y avait surtout la mouvance communiste dans son ensemble, avec des petits partis, plus ou moins, qui avaient fait scission du Parti communiste. Et par définition, ceux-là il y avait aussi, pardon, il y avait aussi le PPS, à ne pas confondre avec le PSP, le PPS, le Parti populaire syrien, qui est un parti essentiellement ancré sur les communautés grecques orthodoxes et qui est un parti qui revendique une forme de nationalisme arabe, mais pas de nationalisme arabe précisément, de nationalisme syrien, c'est-à-dire qui revendiquait l'union entre le Liban et la Syrie, le retour de l'unité, si vous voulez, libano-syrienne d'avant l'éclatement de 1920, et qui avait des convictions de gauche. Enfin, avec une organisation interne de type fascisante. Mais enfin, c'est donc un peu compliqué. Mais ce parti-là aussi n'est pas un parti qui se revendiquait d'une communauté, même si de fait il était assis sur une communauté, la communauté grecque orthodoxe. Mais enfin, il y avait une gauche libanaise. Je dis il y avait parce que formellement elle existe toujours. Du moins, je suppose, mais elle est réduite à la portion congrue, et qui n'était d'aucune communauté, et où les militants venaient de tous les horizons. Il y en a encore, hein. Moi j'ai des amis encore qui sont militants dans des petits groupes, mais qui sont extrêmement peu effectifs politiquement, si vous voulez. Avec au passage un certain nombre, pas tous évidemment, mais de militants, par exemple, qui étaient des militants communistes ou de l'OACL au sud Liban, de confession chiite par ailleurs, mais qui ne mettaient pas en avant ça alors qu'ils militaient dans des partis de gauche, et qui se sont retrouvés membres du Hamas ou du Hezbollah après, pendant la guerre aussi. Des glissements vers l'islam politique à partir de la gauche. Ça existe aussi, mais il ne faut pas non plus exagérer, pas tous les militants de gauche. Donc, tout est un peu plus compliqué que ce qu'on peut dire en peu de temps. Alors, vous dites que ce n'est pas une mosaïque, hein. Vous avez réagi à ça, mais vous Oui, avez vécu au Liban. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de oui. la façon dont les gens vivent Ah, entre les communautés? ah oui. Est-ce qu'ils sont vraiment, ils restent dans leur communauté? Est-ce qu'il y a des relations avec Mais non, entre les oui, communautés? c'est une bonne Comment ça question. se passe? Oui, parce que moi, merci de cette question aussi. Moi, je me suis placé sur un plan politique, vous l'avez compris, hein, et sur un plan macro-politique, même de partage du pouvoir au sommet, etc. Mais pas que macro, mais enfin aussi macro. Et effectivement, ça ne dit rien du quotidien des rapports entre les gens.
Alors ça dépend beaucoup des périodes aussi, et des périodes plus ou moins de tension. Mais disons qu'en gros, alors disons avant la guerre, pour simplifier, mais encore aujourd'hui, naturellement, il y a des relations de voisinage entre les gens qui sont de différentes communautés. Naturellement, les gens travaillent ensemble. Par exemple, tout le secteur économique, tout le domaine du travail est mixte et mélangé. Enfin, les gens travaillent ensemble de différentes communautés. Les gens se fréquentent, on a des amis dans différentes communautés, évidemment. Il y a une cohabitation. Alors évidemment, la guerre a un peu troublé le jeu. La guerre a provoqué aussi, je ne l'ai pas dit, mais des déplacements internes de population considérables qui font que la carte, les gens ont fui vers des réduits communautaires. Donc, ils font qu'il y a eu aujourd'hui une répartition communautaire un peu différente de celle d'avant la guerre, c'est-à-dire que la population est moins mélangée, il y a eu des regroupements communautaires dus à la guerre. Mais malgré ça, dans la vie quotidienne, les gens se fréquentent, travaillent ensemble, mais, comment dire, ça dépend des gens, mais ont quand même intégré quelque part, à la moindre alerte, si vous voulez, et surtout après la guerre, à la moindre alerte, on se replie. On se replie, je veux dire, la milice peut mettre un barrage à l'entrée du quartier, mais on se replie aussi dans sa tête, on se replie aussi dans ses réseaux, on se replie. Bon, maintenant, ça dépend des gens. Donc, il y a une. Alors, ce que je peux aussi ajouter à votre question, c'est que les Libanais, ça existe. Le Liban, je ne sais pas. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Parce que lors de mon dernier voyage en 2023, l'impression que j'ai eue, plus que jamais, c'est que chacun vivait dans son quartier, son voisinage, donc parfois aussi du coup sa communauté, bon, mais disons plutôt son quartier, son voisinage, euh, et qu'on se mélangeait moins qu'avant, si vous voulez, hein. Mais en même temps, il y a des réseaux professionnels, des réseaux d'interconnaissance, des réseaux dans les associations, dans le monde des loisirs, enfin, les gens se fréquentent, se mélangent. Je ne sais pas, Martine, tu veux ajouter quelque chose là sur ce point-là? Oui, mais quand même, tu as un vécu libanais. Pardon. Parce que c'est le genre de question compliquée, parce qu'il faut se mettre dans la tête de chaque Libanais. Oui, je disais, le Liban, pardon, je redonne la parole. Le Liban, ça existe. Le Liban, je ne sais pas, je disais, mais les Libanais, ça existe. Le sentiment d'être Libanais existe. Oui, vas-y. Oui, je crois que c'est ça qui est important. Ouais, Ils se revendiquent tous c'est libanais. tous Libanais. Ça, Oui. c'est très, très Oui, oui, important. oui, oui. Et c'est quelque chose d'incontournable. Oui. Oui, alors moi, ce que je peux dire de la vie que j'ai Oui. passée, qui est dans un quartier du Liban très, très Mm. particulier, Oui, je ne parle pas des camps où j'habitais, mais j'habitais Fakani, oui. qui est le quartier général de la résistance palestinienne. Mm. Mais dans le bâtiment, il y avait, et c'était la gauche, hein, bien sûr, Mm. c'était les palestino-progressistes, il y avait des chiites, il y avait des sunnites, Ouais. il y avait beaucoup de chrétiens. Mm. Et pour ceux qui se revendiquaient de la gauche et du communisme, Mm. ces différences-là n'existaient N'existait absolument pas. absolument pas. Pour moi, elles étaient invisibles d'ailleurs. Bien sûr. Oui, merci. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, il faut effectivement, euh, euh, comment dire, faire une différence entre le niveau politique, le niveau de l'organisation du pouvoir, des structures que j'ai analysées et qui, là, nous passent de manière incontournable par les fractures communautaires, et le niveau sociologique, si vous voulez, de la vie des gens en société. Les gens sont mélangés, encore une fois, les gens travaillent ensemble, les gens se connaissent, se respectent, parfois s'aiment, ont des amis, tout ce que vous voudrez, se marient entre eux à la marge, mais il y en a. Voilà. Mais en période de tension, on a quand même une méfiance à l'égard de l'autre. Il y a une deuxième question. Oh, je vous repasse la parole à Zoom, mais d'abord, il y a une question dans la salle. Oui, vous avez parlé au début que les politiques ne parlaient pas beaucoup du Liban, mais que les anthropologues et les psychanalystes... De la guerre du Liban, de la guerre, oui. Pardon? De la guerre du Liban, pas du Liban, mais de la guerre du Liban. De la guerre du civile. Liban, Oui, oui, c'est oui, ça. oui, oui. Mais est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'ils disaient alors sur cette guerre en tant qu'anthropologue et psychanalyste?
Ou c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Oui, ça va être un petit peu compliqué. Non, ce que je veux dire, mais je le disais un tout petit peu au début, ça ne veut pas dire que les historiens, moi j'ai fait un bouquin sur la guerre du Liban, je suis historienne, des politologues ont fait des dizaines de bouquins, des journalistes aussi sur la guerre du Liban. Bien sûr qu'il y a eu des analyses, mais je veux dire que très rapidement, on se heurte au phénomène de la violence. Et notamment à ce phénomène-là qui fait que des gens qui vivaient ensemble, qui partageaient les mêmes immeubles, voilà, qui avaient des vies professionnelles qui les invitaient à se mélanger, il y a des quartiers mixtes à Beyrouth, le centre-ville était complètement mélangé, qui a été détruit par la guerre, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça n'est plus possible, que les gens sont sommés de choisir leur camp, ce qui est un grave problème, et ceux qui ne veulent pas choisir leur camp, ben, ils s'exilent, en gros c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on passe finalement à la violence, une violence de l'entre-soi, même qui traverse parfois les familles. Mais vous avez la même chose dans la guerre des Balkans, hein. Exactement la même chose, hein. Qu'est-ce qui fait que, du coup, cette interrogation fait que, une fois que vous avez analysé toutes les causes géopolitiques, régionales, internes, rapports de force, tout ce que vous voudrez, il vous reste comment comprendre le passage à la violence dans une société qui coexistait plus ou moins pacifiquement entre les épisodes de tension. Et que là, l'historien ou le politologue est un peu coincé, si vous me permettez, n'a pas beaucoup de réponses. Et du coup, les gens qui sont plutôt anthropologues travaillent sur les phénomènes de violence. Les psychanalystes à leur niveau aussi. Voilà, mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on finalement on passe des analyses de la guerre à la question de la violence, qui est mieux traitée par les anthropologues et les psychanalystes, à mon avis, que par les historiens ou les politologues. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Oui, D'accord. j'ai plusieurs questions. Et en fait, mon sentiment, c'est que autant le Hezbollah s'est mobilisé en faveur du Hamas à Gaza, autant j'ai l'impression qu'il a toujours paru se désintéresser de la Cisjordanie. Alors, maintenant que le Hamas et le Hezbollah sont quand même affaiblis, enfin, pour les raisons que vous savez, est-ce que la question palestinienne est toujours aussi prégnante au Liban? Et question annexe, est-ce que au Liban, on s'intéresse au sort de Georges Abdallah, qui, comme vous le savez, est toujours emprisonné en France et qui mobilise pas mal, enfin, qui mobilise certains activistes en France. Et puis plus largement, alors c'est plus compliqué, quelle solution d'avenir voyez-vous pour le Liban, qui semble quand même toujours s'enfoncer dans le plus avant, dans un certain chaos. Et est-ce que on a aussi le sentiment qu'il y a un fort exil des Libanais, notamment chrétiens, en dehors de Liban, et donc est-ce qu'on n'assiste pas, enfin vous l'avez évoqué tout à l'heure, à un renversement démographique, enfin qui est déjà engagé, qui fait que peut-être bientôt il n'y aura plus de chrétiens au Liban. Donc voilà mes questions. Merci. Merci, ce sont de vastes questions. À l'heure qu'il est, on va essayer de les effleurer. Alors, votre première question portait, rappelez-moi, la première partie. C'était sur la question palestinienne au Ah Liban. oui, c'est ça. Est-ce Alors qu'elle est oui, encore alors prégnante? attendez, quand le Hezbollah, par solidarité avec le Hamas au lendemain du 7 octobre et de la guerre israélienne, ouvre un front, même s'il n'est pas au début très marqué, contre Israël, évidemment c'est en soutien au Hamas à Gaza. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il n'évoque pas directement la Cisjordanie, mais moi je vais peut-être encore plus loin que vous. Je pense qu'en réalité, le Hezbollah, comment dire, instrumentalise la question palestinienne et fondamentalement n'a pas grand-chose à faire des Palestiniens, on est bien d'accord. Simplement, des Palestiniens, il y en a quand même plus de 450 000 au Liban, dans les camps, encore aujourd'hui, donc ça reste un problème ouvert, y compris sur le territoire libanais. Mais effectivement, le Hezbollah, moins encore l'Iran, je dirais, qui instrumentalise a fortiori cette question et qui prétend vouloir libérer Jérusalem, etc., alors que l'Iran n'est concerné que par ses problèmes internes ou par une politique de géopolitique régionale, mais certainement pas par le sort des Palestiniens. Donc effectivement, c'est une instrumentalisation et parfois un prétexte, je suis d'accord. Or, sur Georges Ibrahim Abdallah, je dirais qu'au Liban, à ma connaissance, il y a guerre de mobilisation, qu'il y a même beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ce monsieur, et qu'il n'y a qu'en France et dans le sud-ouest, autour de la Neumezan, et dans un certain nombre d'amis qui font partie des soutiens pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui en font un cas important. Voilà.
Et quant à la troisième question, que j'ai encore oubliée, mais c'était sur l'avenir, c'est ça? Alors, il y avait la question de la diaspora libanaise et de Ah oui. l'exil, notamment des chrétiens. Et puis après, disons, quel avenir pour le Liban? Quel avenir pour le Liban? J'en sais rien, je vous renvoie à la question. Bon, la diaspora libanaise, oui, c'est vrai qu'il y a une émigration. Cette émigration, elle est ancienne, elle remonte au 19e siècle, comme vous le savez. Elle n'est pas que chrétienne, elle est aussi beaucoup chiite. Le pays aujourd'hui où il y a le plus de Libanais, dont beaucoup de chiites, mais pas que, il y a aussi des chrétiens, c'est la Côte d'Ivoire, par exemple, hein. Il y en a aussi beaucoup en Amérique du Sud, en Australie et partout. Donc, alors, effectivement, il y a le pays s'est vidé de ses élites, c'est ça le problème, de ces jeunes diplômés, de ces gens qui pouvaient assurer un avenir au Liban. Pas que chrétiens, encore une fois, il y a une émigration dans tous les groupes, hein. Bien sûr, on se penche généralement, surtout en Europe, sur le sort des chrétiens, un peu trop, à mon avis, ça c'est, voilà, exclusivement, je dirais un peu trop exclusivement. Bon, le Liban n'est quand même pas vide de ses chrétiens, d'une part. Quant à l'avenir, je suis comme vous, je suppose, je ne suis pas d'un optimisme total. Alors, c'est vrai qu'on est dans une configuration aujourd'hui où le Hezbollah est plus que jamais décapité, désarmé largement, où effectivement l'Iran est aux prises avec des difficultés internes, où la Syrie, Assad est tombé. On est dans une configuration qui va rebattre les cartes, mais on est dans l'incertitude de la nature du régime syrien à venir, vous le savez. On est donc un peu dans l'expectative. Mais je pense quand même, je reviens à ce que je disais, pardon, mais que tant qu'on n'aura pas résolu la question palestinienne, le Proche-Orient ne se stabilisera pas, hein. On voit bien les difficultés qu'a l'Arabie saoudite, qui ne rêve que d'une chose, c'est-à-dire entretenir des relations avec Israël, signer la paix, mais qui en est empêchée par la peur de sa propre opinion publique, même l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement faire fi du retentissement politique, mais aussi, je dirais, émotionnel, hein, de la question de Palestine dans les opinions publiques des pays de la région. Même si, alors peut-être que là où il y a le moins de retentissement, c'est le Liban, parce qu'il y a eu la guerre civile et que les Palestiniens ont été chassés, etc. Mais reste quand même que je pense que tant que cette question ne sera pas résolue, on ne stabilisera pas le Liban. Et je pense aussi, mais je l'ai dit et redit, que cette structure confessionnelle du Liban, politiquement, serait complètement à revoir, bloque toute réforme d'ampleur. Souvenez-vous que président Macron, pardon, après l'explosion du port, a fait une première visite éclair et promis de l'aide en échange de réformes. Il semblait y croire. Il s'est évidemment cassé les dents, comme tout le monde avant lui, parce que réformer le système politique libanais en profondeur suppose de modifier complètement les structures sur lesquelles il repose depuis sa création. Merci. Merci. Je dirais, juste pour compléter, ça rejoint exactement la conclusion du conférencier qui était venu parler du conflit israélo-palestinien en disant est-ce qu'il y a une solution avec les deux pays. Et il avait conclu qu'effectivement, on ne sortirait pas tant que l'État d'Israël ne sortirait pas de cet aspect basé sur le confessionnalisme. Ce que vous disiez au début, que c'était la même forme de démocratie en Israël et en Liban. Il y a à remettre en cause tout ce système sur les deux pays. Conférencier? Ah, Shlomo Sand, oui. Ah ben j'y étais, bien sûr, oui, Voilà. oui. Non, mais Ça il n'était pas physiquement présent, oui, mais il était là, oui, oui. D'accord, oui, pardon. Merci.